Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Prenez place dans ce cadre magnifique de la nef du couvent des Jacobins. Soyez les bienvenus pour cette deuxième journée du Forum Innoventech. Voici le menu de notre matinée. Dans un instant, vous pourrez assister et participer à la présentation des résultats de l'étude prospective MAIS 2025 avec l'équipe de Nova Consulting. Présentation qui sera suivie par notre plénière trajectoire MAIS 2025 intitulée « Quelles priorités pour le secteur et pour nos destinations ?» À 11 h, direction pour le temps de pause, notre showroom Innoventech. Pas loin d'une vingtaine d'entreprises vous présenteront leurs solutions. Le showroom Innoventech, ce sera au premier étage dans la halle 1 pendant 30 minutes de 11 h à 11 h 30. Et ensuite, à 11 h 30, vous participerez jusqu'à 12 h 15 à 2 focus pendant 45 minutes avec 3 thématiques au choix, je vous les rappelle. Alentour, la plateforme du tourisme de proximité. Murmuration, l'innovation pour améliorer votre stratégie environnementale. Et enfin, bienvenue à Commodal, conjuguer le virtuel et le réel. La technologie doit avant tout servir les objectifs de l'événement. Voilà pour les 3 focus qui auront lieu donc pendant 45 minutes de 11 h 30 à 12 h 15. Et ce, juste avant notre cocktail déjeunatoire prévu à 13 h 15, puisque vous participerez à 2 ateliers juste avant, atelier trajectoire MAIS 2025, atelier 1, pourquoi les destinations ont-elles intérêt à développer leurs offres Bleischer, et atelier 2, quels sont les indicateurs de performance à privilégier pour orienter son développement. Donc ça, ce sont les 2 ateliers trajectoire MAIS 2025 qui auront lieu jusqu'à 13 h 15 avant notre pause cocktail déjeunatoire. Voilà pour les temps forts égrenés de cette matinée qui va débuter tout de suite par la présentation des résultats de l'étude prospective MAIS 2025. Merci d'accueillir chaleureusement Julien Bernard et Alexandra Touéry. Merci de les applaudir chaleureusement. Soyez les bienvenus. Julien Bernard, vous êtes président de Nova Consulting et Alexandra Touéry, vous êtes manager de Nova Consulting. Et je rappelle que la Banque des Territoires, dont nous aurons le directeur général pendant notre plénière, et Accor sont les partenaires stratégiques et financiers de cette étude MAIS 2025. Nous vous écoutons pour ce temps de présentation. Bonjour à tous et ravi de pouvoir partager avec vous ces résultats. Très rapidement, on va aujourd'hui se concentrer, puisque certains d'entre vous avaient déjà vu une synthèse de cette étude il y a quelques semaines, donc, où on avait fait un diagnostic, on a chiffré, vous verrez des chiffres qui sont extrêmement significatif, voire inquiétant, j'assume le terme, on en parlera tout à l'heure, sur l'économie du maïs. Les conséquences aujourd'hui des évolutions et qu'on a monographiées de manière extrêmement précise sont pour nous majeures, et il convient aujourd'hui à la fois de faire ce constat mais surtout de comprendre comment rebondir. Et donc un des enjeux pour nous de notre échange de ce matin, après vous avoir rapidement rappelé un peu le contexte, la méthodologie de l'étude, vous avoir donné les grandes tendances, mais de manière très synthétique, puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est de parler du plan d'action, des 6 grandes priorités qu'on a définies collectivement dans ce travail, en lien avec tous les partenaires de l'étude, et tout simplement de pouvoir lancer un échange ensuite avec la table ronde sur ces thématiques. Alors on va se présenter brièvement tous les deux, donc moi je vais laisser du coup Alexandra se présenter. Bonjour, merci Julien. En préambule, je tiens à remercier Emmanuel Dupart et France Congrès Événements, ainsi que les partenaires, la Banque des Territoires et le groupe Accor pour leur confiance. Et surtout vous dire que je suis ravie d'avoir l'opportunité de présenter ces résultats en présentiel. On a eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous hier, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandra Touéry, je suis manager depuis 3 ans et demi chez Nova Consulting, et j'ai piloté l'étude que l'on va vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc moi je suis le président et fondateur de Nova, c'est un cabinet que j'ai créé il y a 15 ans. Et en 2 mots, puisqu'on n'est pas là du tout pour se présenter, nous on est un cabinet j'allais dire de stratégie, comme on le dit aujourd'hui, spécialisé dans le domaine du loisir. On a la chance d'avoir une petite centaine de consultants dédiés notamment au métier du tourisme, qui est à peu près 50% de notre activité, ce qui fait nous aujourd'hui, d'un point de vue purement très direct, un des plus gros acteurs en Europe dans le domaine du conseil. Mais notre métier, c'est d'être des consultants
consultants financiers de type BCG ou McKinsey, mais en revanche avec cette dimension qui est la nôtre, de ne travailler que dans le secteur du loisir et donc de comprendre ce qu'on va regarder chacun des sous-secteurs. C'est pour ça qu'on est ravis de travailler sur le secteur du maïs. On a la chance de travailler de manière très directe aujourd'hui sur beaucoup de types de projets et notamment d'optimisation de l'économie de ces secteurs-là, à la fois pour des collectivités publiques, pour des acteurs. Donc on a la chance de travailler pour la plupart des grandes régions françaises aujourd'hui, des villes, la ville de Paris est un de nos principaux clients, beaucoup de destinations, mais aussi pour des acteurs privés. Et je pense que c'est ça l'enjeu pour nous de cet enjeu de cette étude, c'est de montrer que c'est un vrai problème économique d'une filière complète qui implique à la fois chez nos clients les acteurs traditionnels que sont effectivement les collectivités locales, l'État, la Banque des Territoires qui est un de nos clients, évidemment la Caisse des dépôts, ou des acteurs institutionnels, évidemment, comme France Congrès Événements, Atout France et d'autres, mais aussi tous les acteurs privés qui souffrent aujourd'hui de manière commune d'une évolution majeure qui a été renforcée par le Covid et dont on va reparler. Le troisième point qui fait notre spécificité et qui fait qu'aujourd'hui on est là pour parler opérationnel, c'est qu'on travaille beaucoup sur les opérateurs, les acteurs, que ce soit privés ou publics, que ce soit des sites touristiques, on va travailler pour la Tour Eiffel, le Louvre, Chambord ou d'autres sites touristiques, mais aussi Disney, si on l'assume très bien, qui sont des opérateurs économiques du loisir. Et je pense que ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu, si vous voulez, l'introduction qu'on voulait vous faire, c'est pas la vision de consultant d'une institution ou de collectivité, c'est une vision concrète d'un changement que certainement sa filière n'a jamais connu depuis maintenant une cinquantaine d'années, profond, en quelques années, dont le Covid d'ailleurs a été un accélérateur, mais qui n'est absolument pas lié que à cette crise sanitaire, et qui change profondément le secteur dans lequel vous travaillez ou sur lequel aujourd'hui vous avez l'occasion de travailler. Donc notre enjeu à nous a été de faire un zoom extrêmement détaillé de tout ça, et on s'appuie sur un observatoire, une base de données de l'ensemble de l'économie du maïs et plus largement du tourisme en France, qui nous permet d'ailleurs de travailler pour la plupart des grands ministères français sur quels sont les enjeux opérationnels en termes d'emploi, en termes de profil, en termes de consommation. Et on s'est appuyé là-dessus à la fois sur de grosses études prospectives sur l'évolution des segments de touristes, sur des logiques d'offres, mais aussi sur des études extrêmement spécifiques en fonction des bassins émetteurs, le bassin français bien sûr, mais des bassins émetteurs internationaux. Et tout ça s'intègre dans notre vision à nous, qui sommes finalement des économistes, si je peux me permettre cette expression, de modélisation. L'enjeu qu'on partage avec vous aujourd'hui, ce n'est pas juste la synthèse d'une cinquantaine d'entretiens, ce qu'on va évidemment utiliser pour la partie qualitative de notre plan d'action, mais c'est une vision modélisée, bassin par bassin, de l'économie du maïs et des enjeux aujourd'hui très clairement économiques profonds de ce secteur-là. On le fait encore une fois pour chacun de nos clients, et c'est ce qu'on a fait là, en l'occurrence sur cette étude. Voilà, donc de manière très résumée un peu le contexte, et je vais laisser Alexandra vous parler spécifiquement de la méthodologie de l'étude. Alors, pour mener cette étude, on est parti des constats évidemment d'une crise sans précédent. Donc, les objectifs auxquels on a tenté de répondre à travers cette étude, c'est dans un premier temps de comprendre les nouvelles dynamiques économiques du secteur et évidemment les opportunités qui s'offrent à nous à la suite de cette crise pour tous les acteurs du marché du maïs et puis pour les territoires. L'objectif également, c'est d'anticiper les évolutions des pratiques hybrides. C'est une tendance qui était déjà constatée avant la crise, mais qui s'est fortement accélérée à l'issue de cette crise. Et l'objectif, c'est d'arriver à modéliser, en tout cas anticiper, les impacts sur les modèles économiques de chacun des acteurs. Évidemment, l'objectif, c'est d'identifier les axes stratégiques de développement, en s'appuyant évidemment sur la dimension innovation, mais aussi tous les enjeux RSE, pour, in fine, comme en parlait Julie en introduction, proposer une première vision d'un plan d'action à co-construire évidemment, mais voilà, proposer déjà des pistes de réflexion autour des actions de rebond sortie de crise. Rapidement, une petite synthèse du calendrier de l'étude. Nous avons démarré mi-mai l'étude avec une grande phase d'entretien. On a eu l'opportunité d'échanger avec l'ensemble des experts de la filière sur toute la chaîne de valeur de l'organisation d'un événement professionnel. Et on a fait une première restitution intermédiaire auprès des commanditaires de l'étude avant de vous présenter, lors du précédent conseil d'administration de France Congrès Événements en juin dernier, les tendances et les impacts sur la filière.
La suite de l'étude, on a approfondi l'aspect économique, donc avec une évaluation des retombées et de la vision à horizon 2025 du secteur, et évidemment, première piste de rebond pour la sortie de crise que l'on va vous présenter aujourd'hui. Cette méthodologie s'appuie sur 3 piliers. On en parlait, les entretiens qualitatifs. Donc on a eu l'opportunité de parler avec des experts aussi bien en France, mais aussi à l'international. Ça s'appuie sur des benchmarks. On étudie de la même manière en France et à l'international de quelle manière le secteur réagit, quelles sont les pratiques sur lesquelles les résultats permettent de pouvoir trouver de l'inspiration. Et enfin, une mobilisation de notre observatoire qui permet une veille quotidienne sur le secteur du tourisme et plus précisément du MICE pour avoir vraiment des données actualisées dans la durée avec l'historique évidemment pré-crise pour avoir cette notion d'évolution. Ça nous a permis donc de vous présenter en juin dernier des tendances et leurs impacts sur le secteur. Et puis aujourd'hui, on va montrer la modélisation du secteur à horizon 2025 en voyant cette dégradation par rapport à notre année de base qui sera 2019. Et on vous présentera des premières pistes de réflexion sur un plan d'action à mener. Voilà le panorama des experts en France que l'on a eu la chance d'intégrer dans cette étude. Donc aussi bien des destinations, des lieux d'accueil, des agences événementielles, des groupes hôteliers. Voilà, encore une fois, toute la chaîne de valeur représentée en France. Et celle suivante, voilà, on a la vision des interlocuteurs qu'on a eu l'opportunité d'interviewer à l'étranger. Alors, on va revenir maintenant de manière très rapide sur effectivement le contenu j'allais dire, de l'enjeu, du diagnostic et de ces fameux impacts. D'abord, ça s'appuie sur 6 grandes tendances. Je vais juste les rappeler, on n'est pas là pour entrer dans le détail, mais c'est important d'avoir en tête que c'est un mouvement systémique de tendances majeures qui a un impact sur l'ensemble de la filière. D'abord, une baisse globale du voyage d'affaires. Ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, vous le vivez tous aujourd'hui. Elle est liée à plusieurs sujets. D'abord, une baisse évidemment durable du nombre de voyages d'affaires et donc du budget alloué, mais aussi sur les nouveaux formats de travail. Il y a évidemment une question qui est liée au télétravail, des questions qui sont liées à la baisse de voyages d'affaires, une évolution aussi sur des formats en intégrant la dimension web ou à distance ou distancielle qui est fondamentale. Et tout ça a un impact direct sur, en tout cas, le nombre. Alors, les voyages, et on en parlera tout à l'heure, ont tendance à s'allonger un petit peu, mais au-delà de ça, on reste dans une logique où, d'un point de vue direct pour le MICE, il y a une baisse de nombre d'événements et de chiffre d'affaires qui est évidente. Le deuxième point, c'est qu'il y a une perturbation des modèles d'affaires des entreprises du voyage. Et là, ça c'est très très important. C'est vrai dans le transport par exemple, le modèle économique fait qu'on voit des fermetures de dessertes. Je prends l'exemple aujourd'hui, Air France vient d'annoncer cette semaine des baisses de dessertes très fortes en province sur un certain nombre de destinations. Évidemment, toute une série aussi de tour opérateurs revoient leur modèle économique, ont tendance soit à le pricer plus cher, soit à le rendre de manière beaucoup plus saisonnière et épisodique, et donc posent des questions aussi d'accessibilité de transport à l'ensemble de la filière. Troisième point, il y a évidemment un besoin, alors là qui n'est pas que un impact en termes de quantité, mais qui est un impact en termes de format. L'enjeu majeur de ce secteur est de créer des liens de sociabilité, d'abord en interne dans l'entreprise, mais aussi dans cette dimension MICE, dans ce que vont vivre finalement l'ensemble aujourd'hui des publics. Et de ce point de vue-là, il y a une dimension d'expérience fondamentale qui est devenue un peu le b.a.-ba de ce secteur, qui devient aujourd'hui un enjeu majeur. On n'est plus uniquement dans une logique de séminaires, de congrès, de salons, donc on va dire business, mais on est dans une logique d'expérience autour de cette dimension, encore une fois, d'affaires, qui devient du coup beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, certes, mais aussi très souvent plus coûteuse à développer, et donc un nouveau modèle économique à construire. C'est complété par une quatrième tendance qui est fondamentale, qui est cette événementialisation de la communication des entreprises pour finalement, là aussi, être capable de générer des leads. Donc là, si on revient sur le rôle même du tourisme d'affaires, qui est de développer l'économie des acteurs privés grâce à effectivement ce secteur touristique, eh bien, on a aujourd'hui une évolution profonde des transferts de budget. Nous, on est spécialiste par ailleurs des dépenses aujourd'hui des entreprises et de communication, et on voit bien un transfert vers des dimensions digitales, des dimensions événementielles, et plus forcément de manière très traditionnelle vers ce qui pouvait être, j'allais dire, notamment les grands salons, pour prendre un exemple, des éléments historiques. Donc,
besoin là aussi de se réinventer pour réintégrer cette dimension événementielle au cœur de l'offre et du modèle économique des acteurs du secteur. Cinquième tendance, là aussi dont je parlais tout à l'heure, sur la dimension expérientielle dans le besoin de sociabilité, elle est aussi fondamentale dans les modes de consommation. Ça veut dire que quand vous allez avoir aujourd'hui des hôtes ou des clients dans le cadre du MICE, on a besoin aujourd'hui sur chacun des piliers de l'offre, et non pas uniquement sur la partie touristique pure, de faire vivre une dimension expérientielle en physique, donc ça elle renforce cette dimension dont on parlera tout à l'heure d'enjeux digital. Donc on a beaucoup parlé de digital, mais aussi évidemment tout autant en physique. Mais elle nécessite aussi de nouveaux profils en termes de savoir-faire, d'équipe, de nouveaux lieux, de nouvelles infrastructures, de la modularité. Et on en parlera tout à l'heure, évidemment, une évolution là aussi du hard, puisque sur ces sujets soft, on a besoin d'un outil au service de ces tendances. Dernier point qui est certainement un des plus importants pour nous, on en parlera beaucoup, c'est évidemment la prise en compte de plus en plus importante de la responsabilité sociétale des entreprises, alors à la fois dans le choix du MICE, mais aussi intrinsèquement dans le rôle du MICE. D'ailleurs, c'est une des meilleures manières, certainement à moyen terme, de pouvoir trouver un modèle vertueux. C'est plus d'être dans une logique de se dire que c'est un tourisme traditionnel qui peut avoir un impact, j'allais dire, négatif sur la planète, mais au contraire de montrer que ce tourisme-là a compris et anticipe l'évolution et les enjeux de RSE des entreprises. Et de ce point de vue-là, vous le verrez, il y a beaucoup d'initiatives qui sont intéressantes à creuser. Donc voilà, ces 6 tendances, elles ont des impacts majeurs aujourd'hui sur chacune des dimensions finalement du projet. D'abord, une dimension sur la disparition d'un certain nombre d'événements. Et sans vouloir être fataliste, voire défaitiste, on voit aujourd'hui, depuis quelques semaines ou quelques mois, des effets très concrets, on le vit tous, sur une baisse d'attractivité de certains événements qui n'est pas réussi à s'adapter ou que les contraintes du secteur les aient amenés aujourd'hui à revoir un certain nombre entre guillemets, de business model. Le deuxième point, j'en ai parlé, c'est au moins un aspect positif, c'est l'allongement des durées de voyage. Donc il y a une réduction du nombre, on en a parlé, mais ça a aussi un impact, c'est que, en tout cas sur un certain nombre de formes de MICE, on a une capacité de travailler sur un temps plus long qui nécessite aussi une logique hors classique tourisme d'affaires qui permet de trouver un nouveau modèle économique et qui peut permettre là aussi de générer une dimension économique complémentaire. Troisième point, c'est l'importance, c'est la conséquence directe de la tendance dont on vient de parler sur le RSE, une importance accrue des critères de RSE dans le choix de la destination, dans le choix du programme de cette destination, dans le choix même des opérateurs en charge de ce tourisme d'affaires. Le quatrième point, qui est pour nous peut-être le plus important et dont on ne parle peut-être pas assez, c'est l'hybridation des grands événements. Hybridation sous toutes ses formes, digitale, physique et digitale, mais aussi dans la modularité des événements. L'exemple d'aujourd'hui en est une excellente illustration. Vous enchaînez avec des tables rondes de manière très classique, des focus, mais aussi une dimension d'un showroom pendant des temps de pause, une dimension de visite. Et on est bien là, de manière évidemment, c'est juste une illustration un peu évidemment caricaturale, mais sur une réflexion globale du modèle même de ce qu'on peut vivre, donc avec un temps raccourci, des formats différents et surtout, demain, des lieux totalement différents. Puisque derrière cette hybridation, il y a la réflexion à avoir sur quels sont les bons lieux en termes d'infrastructure. On en a beaucoup parlé avec des partenaires comme Accor de cette étude sur l'évolution demain des infrastructures MICE qui étaient historiquement très fortes, très lourdes. Comment aujourd'hui construire des hôtels, des centres de conférences, des centres de congrès qui soient adaptés à ces nouveaux formats d'hybridation. C'est un enjeu majeur de rénovation aussi du parc et pour que ce soit les collectivités, l'État ou les acteurs privés, de l'investissement dans le secteur. Du coup, il y a évidemment des gagnants et des perdants. Beaucoup, on le verra globalement, d'enjeux sur l'emploi. Hein, et on en reparlera parce qu'on est persuadé aujourd'hui qu'on sous-estime cet enjeu-là. Et les chiffres qu'on va vous montrer tout à l'heure sont assez, de ce point de vue-là, marquants. Mais il y a des acteurs qui souffrent particulièrement. Et notamment le secteur des salons, avec une économie qui se dégrade. Notamment sur à la fois les surfaces louées, le nombre d'intervenants. On voit de très grands salons dans cette destination magnifique de Cannes, pour prendre quelques exemples, où nous, on va très régulièrement, ou même, malgré l'attractivité de salons leaders mondiaux, hein, que ce soit le MIPIM ou d'autres, on voit aujourd'hui des impacts, quels que soient les acteurs, d'un point de vue économique. Et en tout cas, cet élément-là, alors il faut la remettre un peu en perspective. On sort du Covid et on est dans une logique, évidemment, où il y a encore à voir dans quelques mois comment on va repartir dans une logique un peu plus normale, mais qui nous paraît être aujourd'hui majeure et sur lequel il y a donc du coup un secteur qui doit se réinventer encore plus vite que l'ensemble du MICE.
sixième point, sixième impact majeur, c'est celui de l'importance de la convivialité. Je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est évidemment une tarte à la crème, hein. Derrière l'expérience, pour nous, il y a une dimension qui va être aujourd'hui de convivialité, qui sort de la dimension classique, on va dire F&B ou d'une logique économique pure, que ce soit de la restauration ou de la partie classique événementielle. On doit faire vivre un échange entre les gens. Et ça, c'est majeur parce que ce n'est pas juste, encore une fois, en ayant un bon chef ou un bon repas, c'est une capacité de réfléchir, une dimension de connexion qui ne se fait plus à travers un stand, à travers un événement ou une conférence, qui se fait aussi dans une véritable réflexion de la dynamique collective que l'on peut avoir dans un événement, qui est certainement d'ailleurs un des très gros atouts du MICE versus une logique digitale, puisque c'est très compliqué d'avoir cette connexion en digital. C'est évidemment une des grandes forces de cette partie-là. Un point tactique sectoriel aussi qu'on a évidemment étudié en détail, c'est l'enjeu sur l'événementiel et sur les agences. On ne va pas rentrer dans le détail, vous voyez une consolidation très importante. L'économie fait qu'aujourd'hui, elles doivent se concentrer pour être capables de peser aussi. Et puis, un certain nombre de groupes aujourd'hui ont décidé de se diversifier. Ça, c'est un des côtés positifs de l'histoire, c'est qu'il n'y a plus les acteurs traditionnels. Beaucoup d'acteurs, on le voit notamment dans le domaine aussi du F&B, de la restauration, de manière transverse, sont en train d'intégrer cette dimension MICE comme un des éléments de leurs offres. Des groupes d'hôtellerie s'ouvrent aussi à des partenariats économiques majeurs avec des acteurs du monde de l'événementiel. Tout ceci amène certainement aussi une innovation et une dimension d'ingénierie qui est intéressante. Et enfin, il n'y a pas de secret, ça s'intègre heureusement dans ce constat qui est évidemment assez complexe, à une reprise et qu'on a tous vécu. Alors elle est certes forte, on verra qu'au global, elle n'est pas au niveau de 2019. En tout cas, en termes d'enjeux aujourd'hui, on voit bien, en fonction des sous-secteurs, qu'il y aura un impact négatif qu'il faut assumer. À l'inverse, c'est elle qui, évidemment, nous donne un certain nombre de raisons d'espérer. Et je pense que ce sera l'ensemble de ce qu'on va partager avec vous maintenant. Une fois qu'on a fait ce constat-là, on va juste vous donner 3 chiffres et ensuite, on va basculer ensemble sur le plan d'action. Comment, en tenant compte de ce constat, faire en sorte que ce rebond soit justement tout aussi fort que la logique que l'on peut voir de manière classique. Je ne rentre pas dans la méthode qui nous a amené à chiffrer ça, puisqu'on n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet. Juste pour vous dire qu'on a fait ça de manière extrêmement détaillée, variable par variable, profil de bassin émetteur par bassin émetteur, profil de tourisme de secteur du MICE par secteur du MICE, et enfin, profil de type de destination par destination. Donc tout ça, c'est, pour aller très vite, une logique de démoyennisation extrêmement importante qui nous a permis, de manière très schématique, d'arriver en partant du constat actuel d'un secteur économique qui pèse quand même 40 milliards d'euros aujourd'hui en France, hein, à peu près moitié en économie directe, 20 milliards, et quasiment autant en économie indirecte. Donc on part d'un secteur qui pèse aujourd'hui 40 milliards d'euros. Ce secteur du MICE a été touché par tous les enjeux que je viens de vous voir, et de manière très schématique, évidemment de manière très différente sur un certain nombre de variables, que ce soit le nombre d'événements, la durée, le nombre de visiteurs digitaux, qui peut être un élément qui ne compense pas, mais qui vient évidemment changer le business model, le contenu publicitaire en ligne, qui est un des enjeux aussi importants de ce sujet-là, et puis l'explosion du bleisure, on y reviendra, puisque c'est un des enjeux majeurs du secteur-là, qui lui aussi donne un nouveau modèle économique. En synthèse, et si je fais très court pour là aussi aller directement sur les retombées économiques, le graphique à regarder, c'est celui-là. Et pour le coup, il est assez, je vais prendre 2 minutes, parce qu'on en parlait rapidement avec M. Lisnard tout à l'heure, il faut assumer les chiffres. Aujourd'hui, nous, on est des consultants financiers avec le côté positif ou négatif de ces consultants. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour faire de la com ni pour vous dire c'est super, c'est la reprise, ça va être mieux demain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, donc ça, c'est l'hypothèse moyenne. On a fait 2 hypothèses, je vous donnerai tout à l'heure l'élasticité. On a une baisse de l'économie du MICE, malgré les quelques effets positifs, vous le voyez, hein, sur la partie digitale ou sur les contenus, qui est de l'ordre de 15%. Donc on passe de 20 milliards d'euros d'économie à 16,9, disons 17 milliards d'euros sur l'économie directe. L'impact sur l'économie indirecte, il est encore plus significatif, il est de l'ordre de 25%, puisqu'on parle de 19,3 milliards jusqu'à, vous le voyez, 14,7 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne réagit pas, c'est évidemment pas une fatalité, l'évolution naturelle de l'économie et donc de l'emploi dans ces secteurs-là va être d'une baisse de l'ordre de 20% au global. Voilà. Cette variable-là, on a regardé des effets entre guillemets positifs ou encore plus négatifs avec des élasticités. On est en gros, si je fais court, entre 10 et 25 à 30% de baisse globale sur le secteur, sur 40 milliards d'euros. Donc il y a certainement un besoin d'une prise de conscience de la filière, des institutions, des partenaires pour réagir et finalement parler de ce qui est le cœur de notre matinée, qui est effectivement ce plan d'action.
Alors, ce plan d'action, on a essayé de le résumer de manière très simple pour avoir des thématiques transversales. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de dire, nous, en tant que consultants, il faut faire ça. C'est de se dire que 50 professionnels, collectivement, ont identifié toute une série de types d'actions et sur lesquelles on voudrait revenir avec vous et tout simplement lancer ensuite le débat avec nos panélistes pour pouvoir échanger sur des enjeux très concrets pour la filière. Le premier, et il est fondamental et sincèrement, là pour le coup, il est totalement sous-estimé en France, c'est de mesurer aujourd'hui et de mettre en place des KPIs pour mesurer justement l'ensemble des actions qu'on pourra mettre en œuvre. Avant de créer un plan d'action, un de nos enjeux pour nous, c'est de créer les conditions de succès de ce plan d'action. Je reprends l'exemple de l'économie dont on parlait tout à l'heure, les 40 milliards. Moi, j'ai eu l'occasion de créer il y a quelques années pour le ministère du Tourisme, veilleinfo.com, qui est le tourisme, on va dire, de veilleinfotourisme.com, pardon, qui était un site aujourd'hui qui recensait toute l'information dans ce secteur. On n'a pas les outils ensemble qu'ont les Américains, qu'ont aujourd'hui les Anglais, qu'ont beaucoup d'acteurs, encore moins dans le secteur du maïs spécifiquement, pour être capable de comprendre les effets. Donc ce qu'on propose de manière extrêmement légère, parce que l'enjeu là-dessus ne sera pas de rentrer dans le détail ni de créer une usine à gaz, bien au contraire, c'est de créer déjà une base de données sur l'économie et les enjeux pour être capable justement de mesurer l'impact de ces actions. Et de ce point de vue-là, des outils extrêmement légers existent et on en parlera tout à l'heure. C'est d'ailleurs le cas honnêtement de la plupart des grandes destinations de maïs dans le monde. Alors, si on revient sur les 5 enjeux d'un point de vue opérationnel, pour nous, le premier, c'est de renforcer l'attractivité des destinations. On en parlera, c'est évidemment un enjeu intrinsèque au sens j'allais dire, de l'attractivité du secteur, de l'économie autour de ce secteur. Et donc, il y a un travail à mener qui n'est pas que celui de l'opérateur touristique, événementiel, mais autour de la destination et donc de tous les partenaires autour de cette destination. Les collectivités, bien sûr, mais aussi tous les acteurs économiques de la filière. Troisième point, c'est évidemment la nécessité d'adapter les équipements à ces attentes. On a beaucoup parlé d'évolution des consommations, comment faire évoluer le hard et le soft en lien avec ces nouvelles attentes et avec ces nouvelles modalités, en lien aussi avec ces nouveaux business models d'organisateurs dont on parlait. Le quatrième point sur lequel on reviendra en détail, parce que c'est certainement un des enjeux de ce moment d'échange avec vous, c'est l'innovation. On parle aujourd'hui ensemble d'une dimension fondamentale qui s'est justement pour le coup accélérée ces derniers mois et qui est certainement un enjeu majeur, c'est effectivement cette dynamique d'innovation et on le voit à tout point de vue et c'est certainement là aussi un des enjeux majeurs de se réinventer à court terme avec de nouveaux business models, de l'agilité, de nouveaux types d'acteurs, un écosystème différent. Cinquième point, c'est clairement renforcer la coopération entre les acteurs de la filière. Ça aussi, pour nous, c'est un des gros enjeux de cette étude. On ne peut pas tous réagir individuellement. On a besoin collectivement de trouver des solutions. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment un des grands enjeux qui sera de comprendre comment on peut faire travailler les gens ensemble. Et puis, on terminera par la vision directe du RSE dont je parle depuis tout à l'heure, qui est effectivement les efforts initiés sur cette dimension-là. Juste un petit point timing, vous avez 15 minutes pour la présentation. On est tout à fait cohérent par rapport à ça. On va donc du coup, et c'est notre enjeu, juste vous illustrer chacun de ces enjeux. Encore une fois, c'est un travail collectif qui a été mené par notre équipe. L'idée derrière, c'est de pouvoir ensemble revenir et permettre aux intervenants d'échanger là-dessus et d'illustrer de manière encore plus concrète. Alors, sur la partie KPIs, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre finalement ce qu'on a lancé sur l'étude pour juste avoir les marqueurs et comprendre aujourd'hui les impacts, y compris court terme et moyen terme. Le premier, c'est déterminer le niveau d'attractivité et de rentabilité des infrastructures d'accueil. Si on veut les faire évoluer, à nous collectivement d'avoir les bons indicateurs, y compris, c'est ce que chacun des territoires aujourd'hui se lance comme enjeu, de comprendre ce qu'on doit faire évoluer et ce qui est déjà à un niveau finalement de modernité. Bon, c'est un des gros rôles aussi de la Banque des Territoires d'accompagner. On a la chance de ce point de vue-là de travailler nous sur beaucoup de programmes de la Caisse dans ce domaine. Je vais prendre un exemple, le programme Réinventer le patrimoine, qui est un programme magnifique où il y a un enjeu. L'idée, c'est déjà de faire un diagnostic sur quels sont ceux qui ont le potentiel d'évolution, quels sont ceux qui ont besoin d'évolution, quels sont ceux qui demain peuvent évoluer. Et de ce point de vue-là, il y a un enjeu majeur de comprendre et de déterminer ces niveaux d'attractivité. Le deuxième point, c'est de positionner les infrastructures vis-à-vis de la concurrence et assumer que la concurrence, elle n'est pas franco-française, elle n'est pas dans la région, elle est intrinsèquement internationale. Encore plus aujourd'hui, voire avec le virtuel, elle est même maintenant parfois dans une logique, encore une fois, numérique. Et de coup être capable, avec ces marqueurs, de pouvoir inventer un mode de réaction qui n'est absolument pas celui historique que l'on pouvait avoir. Et enfin, établir des plans d'action sur mesure. Notre enjeu, ce n'est pas d'avoir une vision française, ça ne veut rien dire. C'est déjà avoir une vision par sous-secteur.
On est d'accord que le secteur des salons n'a rien à voir avec le secteur des congrès ou des événements classiques d'entreprise. Et puis certainement des diagnostics en fonction des bassins. On a vu cet été que l'impact du Covid dans les métropoles n'est absolument pas celui qu'on peut connaître sur des territoires en pleine nature ou sur des territoires classiques, traditionnels, touristiques. De la même manière sur le maïs, on a besoin d'avoir une approche qui est finalement beaucoup plus spécifique, beaucoup plus artisanale. Et ce type d'outil de type barométrique, pour faire très bien, permet aujourd'hui de pouvoir avancer là-dessus de manière très rapide. On travaille, nous, pour nos clients, on a la chance d'accompagner beaucoup de destinations sur ces problématiques, sur une vision finalement très marketing, qui est de comprendre aujourd'hui des formes de clusters, des formes de concurrence qui sont encore une fois, pas au sens de l'INSEE, de la taille de l'entreprise ou de manière globale du nombre d'intervenants. On a besoin de pouvoir travailler sur des outils finalement assez sophistiqués en termes d'analyse pour être capable de trouver, encore une fois, les bons plans d'action et surtout de mieux comprendre ce marché. De ce point de vue-là, on travaille avec France Congrès Événements sur des initiatives dans ce domaine qui pourraient permettre de fédérer tous les acteurs de la filière pour maîtriser, encore une fois, des outils d'information communs. Deuxième levier, on commence par celui-là en termes de levier opérationnel, parce que c'est certainement le plus important, c'est de travailler sur l'attractivité des destinations. Alors là, il y a plusieurs sous-dimensions. La première, qui a fait l'unanimité dans tous nos échanges, c'est le manque de moyens marketing et de communication des destinations. Alors évidemment, je ne vais pas caricaturer, certains le font très bien, hein, mais quand on regarde collectivement, on voit par rapport à des grandes destinations internationales, nous on travaille actuellement pour la TC en Corse sur une grande politique de revitalisation du tourisme en Corse. Quand on se compare aujourd'hui versus la Sardaigne, la Sicile, les Baléares, on n'est pas du tout sur la même planète en rapport de 1 à 4 en termes d'investissement par exemple, pour prendre un exemple majeur. On voit aujourd'hui sur le maïs une capacité et un manque de moyens sur ces destinations. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des sujets publics-privés. Les acteurs privés, évidemment, font chacun leur travail. Les acteurs publics ont leur politique tout à fait, évidemment, et de ce point de vue-là, beaucoup de choses très intéressantes sont poussées par les acteurs comme Atout France ou d'autres. Mais ce qui nous paraît important, c'est de travailler ensemble dans une logique de destination, en lien avec les CRT, évidemment tout le maillage territorial que l'on respecte, mais dans une logique certainement beaucoup plus ambitieuse en termes de moyens et tout simplement de politique collective. On y viendra, je pense que c'est un des gros enjeux dont on veut discuter avec vous aujourd'hui. Deuxième point qui est fondamental, c'est améliorer l'accueil dans les destinations des événements. On va faire vite, c'est un des grands débats historiques de la France, hein, depuis la capacité finalement humaine à le faire, les profils, les savoir-faire, les professionnels dans ce secteur. On sait que c'est de plus en plus compliqué, beaucoup de turnover, beaucoup d'enjeux, mais aussi une capacité à fédérer les acteurs locaux, les filières, y compris quand on parle de grands salons, grands événements, l'ensemble finalement des acteurs économiques d'une destination qui ne sont pas forcément toujours aujourd'hui au même niveau de motivation, d'action, et c'est certainement... Alors, il y a des choses qui fonctionnent magnifiquement, si on positive, hein, avec beaucoup de bonnes pratiques, hein, sur de très grands événements ou sur de très grands salons. On n'a qu'à voir la mobilisation, là aussi, à Cannes, à Monaco, dans d'autres villes, autour de grands événements, de grands moments forts et économiques. Ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble du secteur, et il y a certainement une réflexion à là-dessus. Peut-être aussi une réflexion de bon ciblage pour être capable de fédérer les acteurs sur les bons événements. Troisième point, c'est fondamental pour nous, et ça c'est une nouvelle manière de fonctionner, on en a beaucoup parlé là aussi lors de notre précédent échange avec le groupe Accor, c'est de consolider un écosystème de prestataires. On n'est pas dans la logique historique où un grand hôtel internalise tout et va avoir son régisseur, son équipe technique, son équipe éventuellement événementielle, etc. On est dans une logique d'un écosystème où autour d'un événement, on peut faire fonctionner 3, 4, 5, 6 opérateurs différents en fonction des thématiques, de vrais spécialistes, d'acteurs qui vont être capables finalement, en fonction de l'événement, de venir intervenir dans un lieu, dans un programme, de manière différente. Et ça, c'est à la fois moins coûteux, beaucoup plus agile, beaucoup plus expert, et ça nécessite de travailler de manière différente dans cette logique d'écosystème dont je parle depuis tout à l'heure, qui n'est entre nous pas l'historique du secteur global du maïs, mais sur lequel il y a beaucoup d'initiatives intéressantes qui se développent. Troisième levier, c'est l'équipement. Là, je vais aller assez vite puisqu'on en a à la fois parlé, c'est un sujet complexe. Quand on parle aujourd'hui de ces nouvelles tendances, ça se traduit par toute une série de dimensions à faire évoluer, que ce soit en rénovation ou en neuf, sur des grandes infrastructures. Quand on a la chance de voir ce type d'infrastructures ici, elles ne sont évidemment pas comparables à ce qu'on pouvait faire il y a 30 ou 40 ans dans les lieux de congrès ou de conférences. Mais on doit pouvoir aller certainement demain encore plus loin dans la rénovation des lieux, beaucoup dans l'hôtellerie ou dans des lieux privés, mais aussi en lien avec les collectivités dans l'ensemble des lieux publics qui accueillent du maïs. D'abord, c'est assurer une qualité de service sur toute une dimension, évidemment. Alors, je mets de côté les normes sanitaires qui est devenu maintenant un élément vital, mais sur la partie Internet ou voire sur la partie numérique qui est un point important. Plus important,
c'est la connectivité des équipements au reste de la ville. Et cette dimension aujourd'hui de lien, d'attractivité locale, elle est fondamentale à l'échelle d'un MICE dans lequel les gens bougent de plus en plus, ont tous envie d'avoir justement un comportement individuel. Et donc, il y a une réflexion sur cette collectivité qui devient fondamentale. Pardon. Troisième point, qui est certainement le plus important sur cette planche, qui est l'expérience visiteur et la modularité des espaces. J'en ai parlé tout à l'heure. Si on reprend une grande ballroom historique ou un grand auditorium aujourd'hui, il va être utilisé 10 fois par an de manière classique. Et X dizaines de fois dans des mini-formats, dans un format totalement différent. Comment rénover ces lieux? Il y a évidemment un lien à avoir avec les partenaires financiers de la filière, mais aussi comment trouver des nouveaux modèles économiques pour les rentabiliser, en les louant vers l'extérieur, en attirant des acteurs locaux. Et là, le partenariat public-privé, ce qu'on va voir tout à l'heure sur cet écosystème local, doit aussi permettre d'assumer que ces infrastructures, si on les rénove, elles doivent avoir une rentabilité propre. On n'est pas du tout dans une vision historique de « je construis mon auditorium, mes salles de conférence et derrière, comment est-ce qu'on peut développer demain l'économie derrière cette vision-là. Et enfin, pour certains équipements, réfléchir et assumer une réduction aussi des espaces permanents dédiés au MICE pour privilégier une vision peut-être demain d'espaces temporaires, d'autres espaces publics utilisés collectivement pour le MICE, pour justement avoir à la fois des coûts plus importants, mais aussi une économie qui est beaucoup plus ouverte de ce point de vue-là. Voilà, ce troisième point. Le quatrième levier d'action, qui est donc l'accélération de la dynamique d'innovation, elle rejoint pas mal de tendances que l'on a évoquées. Évidemment, la tendance à l'hybridation des événements, des participants en présentiel, des participants en distanciel. Elle rejoint également la grande tendance sur la personnalisation des événements. L'objectif des dynamiques d'innovation, c'est évidemment d'être compétitif dans son événement, d'être en mesure de proposer tout type de propositions en lien avec les nouvelles technologies, mais également de proposer des événements augmentés dans lesquels les participants peuvent à la fois être connectés entre eux, savoir avec qui ils peuvent interférer lors de l'événement, mais aussi avoir l'opportunité de vivre des expériences via la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc vraiment, l'objectif, c'est de donner une dimension supplémentaire aux événements. L'objectif, c'est s'entourer des bons profils d'experts. Pour les infrastructures, ce n'est pas d'avoir des coûts d'investissement trop importants, puisqu'il y a une notion d'obsolescence dans les nouvelles technologies qui est très, très importante. Donc le véritable enjeu, c'est d'arriver, une fois encore, on parle d'écosystème, mais c'est d'arriver à s'entourer des bons experts, des bons partenaires qui seront en mesure de proposer l'offre adéquate pour l'événement considéré, et surtout d'être toujours à la pointe de la technologie, d'apporter les dernières innovations sans que ça pèse lourdement sur le modèle économique du lieu d'accueil. Il vous reste 6 minutes. Pardon. Donc, si je reviens sur ce point-là, et si on revient effectivement sur la diapo précédente, pardon, on en a beaucoup parlé. Je pense que c'est certainement, il nous reste 2 leviers. C'est le levier qui sera le moins facile, parce qu'il n'est pas en France aujourd'hui structuré. C'est cette coopération entre tous les acteurs de la filière. Nous, on y croit énormément. On a la chance d'accompagner plus d'une centaine de projets touristiques par an. Peut-être dans la moitié, on crée des comités, on va dire, d'orientation locale avec les collectivités, les acteurs privés, l'ensemble des syndicats. Bon, il n'y a pas de secret, ça devient aujourd'hui pour nous fondamental. L'enjeu est bien de trouver ensemble, collectivement, une gouvernance pour avoir des coopérations à l'échelle de la destination, et pas une gouvernance pour se rencontrer, une gouvernance pour décider ensemble de mesures marketing, de communication, d'événementiel commun, mais surtout de pouvoir tout simplement investir ensemble. Et un des gros enjeux, on en parlera j'espère dans la table ronde qui suit, c'est de savoir comment, dans une logique de destination, on va pouvoir ensemble fédérer des acteurs. C'est le cas évidemment sur les grosses infrastructures. Hein. Nous, quand on travaille aujourd'hui sur l'émergence d'un nouveau palais des congrès, d'un nouveau hôtel, on va pouvoir aujourd'hui travailler collectivement. Ça doit se faire destination par destination sur la rénovation, sur des choses de taille plus restreinte, et c'est certainement un des gros enjeux. Deuxième point, c'est être capable de pouvoir aujourd'hui renforcer la coopération au sens opérationnel de ces acteurs en trouvant des logiques de modèles économiques, de sous-traitance, de co-traitance, de travail par groupement, de travail collectif. Et enfin, c'est être capable d'assumer qu'on a besoin du public pour
faire fonctionner une partie d'une filière économique et privée. Et c'est ce partenariat public-privé qui est si compliqué que l'on souhaite, nous, essayer de fédérer autour d'actions, en lien évidemment avec les partenaires institutionnels ici, en lien avec les acteurs effectivement partenaires publics classiques, de nouveau la Caisse, la Banque des Territoires ou d'autres, mais aussi en lien avec les collectivités locales dont on croit profondément qu'ils sont le partenaire naturel de tous les opérateurs locaux touristiques. Voilà. Et il nous reste 3 minutes pour la dernière slide, donc je pense qu'on est bon sur le timing. Et donc le dernier levier d'action qui est celui qui concerne la RSE, donc l'enjeu c'est de poursuivre les efforts initiés autour des initiatives qui ont été prises dans le respect de ces normes. 2 enjeux majeurs, c'est évidemment d'approfondir les efforts qui ont été faits pour assurer la conformité de la filière avec les nouvelles exigences environnementales, et évidemment de faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient alignés, pas uniquement les infrastructures, mais vraiment tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation d'un événement. Il y a un très fort enjeu à la fois de compétitivité, aussi bien à l'échelle internationale qu'au sein des destinations, puisque c'est un enjeu majeur pris en compte par les entreprises qui vont organiser un événement, mais c'est aussi un très fort atout en termes de communication pour appuyer sur des destinations vertes. Voilà, il y a déjà des destinations qui le font très bien et les efforts sont à poursuivre là-dessus, mais clairement c'est aussi un moyen de se différencier encore une fois, sur ce levier qui est très fort et qui sera d'autant plus pris en compte dans les générations à venir. On en a parlé hier, mais les millennials et la génération Z sont très concernés par ces sujets environnementaux. En conclusion, ce que je voudrais juste vous dire de manière très directe et là aussi très, je pense, optimiste, c'est que malgré ce contexte de perte d'enjeux majeurs, c'est le moment ensemble de travailler collectivement. Nous, on est ravis, on voulait vous remercier, en tout cas pour tous ceux qui ont participé, puisque je reconnais des visages qui sont intervenus dans les 50 personnes qui sont mobilisées sur cette étude. C'est un point de départ et derrière ce plan d'action, il y a certainement, et FCE vous en parlera prochainement, des initiatives collectives à mener. En tout cas, nous, on le fera avec beaucoup d'implication et d'engagement, parce que c'est en tant que leader du Conseil dans ce secteur, si on peut contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le public ou le privé, à cette logique-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, même si, encore une fois, ces sujets sont complexes. Et merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Julien Bernard et Alexandra Touéry, pour cette présentation. Merci infiniment. Restez avec nous pour participer à l'échange, puisque ces résultats et ces pistes d'action que vous venez de proposer vont servir de base, de trame à notre échange à suivre. J'invite sur scène pour participer à notre plénière Olivier Sichel, David Lisnard, Yann Ditulio, Renaud Ahmed, que vous pouvez applaudir là aussi chaleureusement. Merci de me rejoindre sur scène, messieurs. Prenez place autour de la table. Monsieur Sichel, bonjour, prenez place ici. Installez-vous, messieurs, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation ici même dans la nef du couvent des Jacobins pour cette plénière trajectoire Maïs 2025 en rebond de cette présentation intitulée « Quelles priorités pour le secteur et pour nos destinations ?» Petit tour de table des présentations. Olivier Sichel, directeur général de la Banque des Territoires, est à ma gauche. À vos côtés, Yann Ditulio, directeur commercial Pôle Europe du Sud chez Accor. Renaud Ahmed, président de Comexposium et coprésident de l'Unimev. Merci d'être présent. Et enfin, David Lisnard, maire de Cannes et président de France Congrès et événements. Messieurs, notre discussion va s'articuler en 2 temps. D'abord, évidemment, votre ressenti, vos impressions sur le résultat de l'étude Maïs. Et ensuite, dans un deuxième temps, quelles sont vos priorités, 2 ou 3 priorités d'action pour la filière, les destinations et les territoires, bien sûr. On va commencer avec vous d'abord, David Lisnard. Que vous inspirent tout simplement les résultats de cette étude Maïs ? Que des choses intéressantes et stimulantes. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, en tant que président de France Congrès, remercier la ville de Rennes et Rennes Métropole de son très bel accueil et on y sommes très sensibles, donc merci beaucoup, je tiens à le dire. Merci à vous de votre présence et bravo Emmanuel au travail préparatoire. Ensuite, lorsque j'avais souhaité mettre en place cette étude prospective, c'était en plein contexte Covid, mais cette étude prospective, qui était la première décision que j'ai prise lorsque j'ai succédé à Philippe Augier, je l'aurais faite hors contexte Covid. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Tout simplement parce que la crise Covid a été à la fois un révélateur, mais aussi un catalyseur, comme on dirait en chimie, un accélérateur de transformation. On l'évoquait hier à Saint-Malo. Et je veux saluer la qualité du travail
de Nova Consulting, cabinet dont on connaît le sérieux et la crédibilité, un leader européen dans ce domaine. Et je pense que c'est important aussi pour les adhérents de France Congrès, je me permets de le dire, que de disposer d'un tel outil et d'une telle qualité de travail. De même que je remercie de la réactivité immédiate, proactive, positive de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, qui s'est associée immédiatement avec enthousiasme, je crois qu'en tout cas c'est ce qu'on a ressenti de nos échanges en visio à l'époque, pour cette étude, et de Bazin, enfin de Accor, hein, qui là aussi a été, alors dans un contexte très difficile pour Accor, en plus quand je suis allé le solliciter, le taper, je pourrais dire, et qu'il a tout de suite vu la pertinence de l'étude à un ticket d'entrée très raisonnable, je tiens à le préciser. Nous ne désespérons pas d'avoir d'autres partenaires que l'on ira taper aussi et intéresser aux résultats de ces études, de cette étude. Juste rapidement, je disais révélateur et accélérateur ou catalyseur, pour rester un peu dans la métaphore chimique, les particules élémentaires, comme dit Houellebecq. Alors, je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je ne vais pas paraphraser ce très bon rendu, mais c'était un révélateur économique, un révélateur presque anthropologique, la crise Covid, et un révélateur politique. Le révélateur économique, c'est celui du fait que à chaque fois qu'il y a une crise, les premiers postes que l'on coupe, c'est la pub et la présence sur les salons. Voilà. Donc moi, j'ai vécu d'autres crises en tant que mâle blanc de plus de 50 ans. Le Koweït, les subprimes, enfin, etc. Et donc, on est un petit peu habitué, sauf que là, on a eu de façon... ce n'était pas des moins 10% qui étaient déjà des traumatismes forts. La réalité des chiffres, la révélation économique, c'est qu'on est à moins 95% en réalité sur ce qui est salons internationaux. Hein, dès qu'on parle d'internationaux, de salons, chaque mot a son terme, donc ce n'est pas du tout tout le spectre du maïs, mais sur les salons internationaux, il n'y avait plus d'activité. Et ce révélateur, il faut bien l'avoir à l'esprit économique, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'injection d'argent public, malgré des effets d'euphorie sur certains secteurs, nous sommes un secteur sinistré sur le salon international. Vous avez à juste titre évoqué le MIPIM, où on a eu le MIPCOM récemment, où on est sur la réalité, c'est qu'on est à 30% sur les internationaux. Voilà. Et que on s'appelle France Congrès. Donc notre objectif, c'est de créer une compétitivité française, de contribuer par les destinations pour être conquérant et de savoir attirer les étrangers chez nous. Et les étrangers, c'est-à-dire les organisateurs, les visiteurs, et être en compétition avec les autres destinations internationales. Donc ça, c'est un révélateur fort de la fragilité d'un système dont on peut louer la résilience, l'élasticité, mais en réalité, il y a une fragilité très forte. Le révélateur aussi de son importance stratégique. Vous évoquiez les 40 milliards d'euros, c'est presque 2% de PIB. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de l'industrie automobile, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pas rien. C'est un grand secteur, et en plus avec très pourvoyeur d'emploi. Il y a un taux d'emploi par richesse produite qui est très élevé dans le secteur du tourisme en général, et du maïs en particulier. Et ça, il faut sans arrêt le rappeler. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi que l'on fasse, il y a une sous-prise de conscience au niveau des dirigeants nationaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, de l'importance du secteur de l'événementiel, malgré quelques discours qui ont évolué dans le bon sens. Un révélateur mais aussi économique, mais aussi un révélateur anthropologique. Hein. Si je m'appelais Michel Onfray, je faisais croire que je suis philosophe, je dirais que c'est ontologique, l'homme a besoin de se retrouver, et ça c'est source d'optimisme. Et on vous parlait de sociabilité, on l'a bien vu sur des manifestations B2B, B2C, autant je disais que le MIPIM, le MIPCOM avait été très difficile, mais enfin, on était content parce qu'on pensait même faire moins bien, mais autre chose. Et par exemple, sur le Festival de la Plaisance, on a cartonné. Voilà, on a battu tous les records en visitorat, en vente, en dynamique, en état d'esprit. Donc il y a dès qu'on a la capacité de se déplacer, que le prétexte du déplacement n'est pas politiquement incorrect au sein d'une entreprise, c'est un autre thème, ça fonctionne, ça marche. L'être humain, il a besoin de se parler, de se toucher, etc. Et puis un révélateur politique, j'allais dire civique, c'est celui sur lequel on doit travailler, je viens d'évoquer, la nécessité de souligner l'importance de cette filière pour des villes qu'on croyait très solides ou des destinations très solides. On a évoqué la Côte d'Azur. Cannes, nous en parlions tout à l'heure avec Rudy Sall, on parlait de Cannes, de Nice, de la Côte d'Azur en bureau, mais j'évoquais aussi Paris. Je ne pensais jamais de ma vie vivre
une telle déshérence de fréquentation à Paris. Moi, je vous le dis, je pensais que c'était impossible. Ce serait la dernière destination française qui pourrait avoir des hôtels fermés pendant 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'y suis chaque semaine, je le vis. Donc, il y a une prise de conscience et un révélateur politique, au vrai sens du terme, d'intérêt général. Nous défendons une filière d'intérêt général. Ensuite, l'accélérateur. Beaucoup des constats qui ont été faits, on les connaissait avant. On savait très bien que certains organisateurs, et que personne ne m'en veuille ici, il n'y en a aucun ici présent, mais certains organisateurs avaient tendance à traire la vache. Bon. Comme on le fait dans tout secteur. Moi, je l'ai connu dans tout, je viens du commerce, dans tous les domaines. On sait que ça va arriver, qu'il y a une évolution, une transformation technologique, comportementale, économique, mais on veut amortir jusqu'au bout. Voilà, donc le modèle du stand, je pense sur les salons, de l'accréditation, de la marge sur l'hébergement, etc., qui est un modèle très profitable, et tant mieux, c'est pour ça qu'il y a des clients chez nous. On savait qu'on avait déjà commencé l'hybridation. Et donc, ce qui nous renvoie, et donc cet accélérateur, donc il y a un accélérateur de numérisation, il y a un accélérateur de prise de conscience environnementale. Je me permets de dire que lorsque je m'occupais du Palais des Festivals et des Congrès, on avait été le premier d'Europe, voire du monde, à avoir une triple certification ISO, etc., mais que ça n'intéressait personne. On en parlait dans les colloques, on en parlait ici, avec Philippe depuis 15 ans, mais en fait, ça n'intéressait même pas nos clients en réalité, ça les emmerdait plus qu'autre chose, parce que ça apparaissait comme une contrainte. Bon, aujourd'hui, c'est un argument, mais qu'il faut objectiver par des choses simples, et c'est ce que l'on fait avec France Congrès événements, destination innovante, durable, et on a pris des décisions pour que ça accélère et que ça devienne une concrétisation dans les prochaines semaines. Et je voulais vous le dire aussi ici. Donc, un accélérateur, et c'est là qu'on doit nous rappeler notre objectif. Notre objectif, il est double. Un, c'est de proposer des modèles de profitabilité pour la chaîne de l'événementiel, pour résumer. Donc, il est vrai que je suis dans une ville on parle d'écosystème, tous ces termes. Tout à l'heure, dans la même phrase, vous avez dit tous les mots. Il y avait écosystème, durable, je taquine un peu. Enfin, il manquait territoire au pluriel, les territoires, et vous faisiez un strike. Banque de territoire. Mais comme tout était pertinent, tout allait bien. C'était pas du jargon. Et donc, c'est vrai que notre ville de Cannes, qui est une petite ville, elle a cet écosystème autour de la théâtralisation de l'espace, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel. Nos événements sont déjà hybrides dans leur nature. Maintenant, il y a l'hybridation numérique qui est plus compliquée. Donc là, il y a un premier défi, c'est de trouver le modèle économique. Comment les maillons de la chaîne, et notamment les organisateurs et les centres de congrès, mais comment les organisateurs ont intérêt à venir chez nous parce qu'ils gagnent de l'argent. Nous devons être des catalyseurs pour reprendre de profitabilité. Et donc sur la numérisation, on n'a pas trouvé le modèle. Nous, on a fait un beau studio, on vend des produits audiovisuels, mais ça ne remplace pas la valeur d'un accrédité hébergé et a fortiori exposant. Voilà. Le deuxième, donc là-dessus, et j'ouvre moi des champs de prospective et de discussion, comment on valorise ce modèle-là. Et deuxième objectif, qu'on ne doit pas oublier, mais mes chers collègues et néanmoins amis, c'est que notre objectif, nous, c'est de faire venir du monde chez nous, des vrais gens. Qui vont consommer, qui vont aller acheter des chambres d'hôtel, des chaussettes, des tickets de tram ou de bus et du spectacle, etc. Donc, alors il y a tous ces mots-là, leisure, etc. C'est vrai, sur qu'on mélange le loisir. L'expérientiel, on en parle depuis 15 ans, on est en plein dedans. Ça a été un accélérateur d'expérientiel. Alors, on doit donner du sens aux événements, dans le sens de signification et de direction. Et comment on arrive à faire d'externalités qu'on devait déjà rendre positives, des éléments de compétitivité qui font venir des clients chez nous et qui alimentent le modèle économique. C'est quoi? Il y a 3 externalités majeures. Il y en a une qu'on a vu émerger à la fin des années 90, début 2000, c'est la sécurité. La sécurité est un élément de compétitivité et peut-être de facturation, enfin, c'est pas peut-être, et certainement de facturation, y compris pour nos centres de congrès, à condition de tenir la chaîne de la sécurité. Donc on peut faire des filiales dans nos palais des congrès, moi je l'ai fait, j'ai une société. Voilà. Et deuxième élément, la sécurité maintenant est devenue aussi sanitaire, je pense que c'est durable. Je ne crois pas que ce soit circonstanciel. Moi, j'en sais rien, enfin je le pressens en tout cas. Deuxième externalité, évidemment, l'environnement. Comment faire de l'environnement une démonstration dans toute la chaîne, le recyclage des déchets de la restauration sur les événements, la méthanisation des déchets putrescibles des restaurants et des traiteurs,
Moi, j'ai lancé une démarche là-dessus. Des éléments d'identification positive, de marketing, mais qui correspondent à une réalité. Hein. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Je cite Victor Hugo dans un couvent, que Dieu me pardonne. Et donc, comment on crée voilà, de l'environnement, on en fait un élément d'identification, de compétitivité, de distinction autour d'éléments concrets, mais non seulement les palais des congrès, le bilan carbone, la lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité, mais toute la chaîne, l'hébergement, les taxis, les restaurateurs, les transporteurs, etc. Troisième élément, le numérique. Et au-delà du numérique, les nouvelles technologies, qui sont de moins en moins nouvelles, mais on n'est qu'au début de ces potentialités. On le voyait hier avec un travail remarquable qui était présenté sur la réalité augmentée que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, madame. Comment on arrive à faire de cette numérisation de la chaîne de services pas simplement quelque chose qui a du sens économique, ce qu'on n'a pas encore trouvé, mais qui permet de faire de l'hybridation physique et distancielle, mais également une incitation à venir dans nos destinations. C'est-à-dire qu'on ait des espaces, à travers des tiers-lieux, à travers des centres de congrès, qui soient extrêmement démonstratifs pour qu'une entreprise dise « oui, ce n'est pas politiquement incorrect que d'envoyer quelqu'un à Rennes, à Saint-Malo, à Nice, à Cannes, à Paris, à Biarritz, à La Rochelle, à Marseille, je ne vais pas citer toutes les villes, mais pardonnez-moi, Montpellier, voilà, pardonnez-moi parce que je ne cite pas, c'est parce qu'il y a une augmentation à la fois commerciale, donc si on est sur du B2B, ou du salon professionnel, et une augmentation émotionnelle par cette technologie. Et là, on en arrive à la dernière question. Quels sont les choix d'investissement que l'on doit porter? Est-ce que ce sont des investissements? Quelle est la durée de... Moi, c'est sans arrêt des questions qu'on se pose. On a un bâtiment qui fait 88 000 m², qui est le plus gros ERP de tout le Sud-Est, qui est le Palais des Festivals et des Congrès. Les investissements, ils sont toujours colossaux, ils doivent être rentabilisés, j'y tiens, mais est-ce que j'investis sur de l'espace supplémentaire? Un peu moins. Sur du numérique, c'est facile à dire ici, mais c'est quoi? Quel est le degré d'usure? Est-ce qu'on est consommateur de services, de prestations, ce qui a toujours été ma tendance, pour pas et plutôt avoir un espace neutre, ou est-ce qu'on investit? Et quel est le degré de structurel et de circonstanciel? Voilà, j'arrête là, mais en tout cas, je trouve que, pour répondre à votre question, que c'est très stimulant. Merci beaucoup, David Lisnard. Alors, fort de ce constat, de ces défis et ces enjeux que vous venez de présenter, Olivier Sichel, vous partagez ce constat et là aussi, que vous inspirent les résultats de cette étude qui est très engageante pour le secteur et pour les territoires? Oui, d'abord, je suis très content de cette étude. Je me souviens de l'échange que j'avais eu avec David Lisnard, qui m'avait appelé au plus fort de la crise. J'avais eu un petit peu d'appréhension parce que, évidemment, la Banque des Territoires est partie prenante dans beaucoup de palais des congrès et je m'attendais effectivement à être tapé, pas du tout. J'ai eu à ce moment-là David qui m'a dit un peu l'objectif de cette étude, un état des lieux, mesurer l'impact, savoir où on en était, et puis tout de suite tracer des perspectives. Et je trouve qu'on les a. Et vraiment, je vous félicite parce que c'est extrêmement stimulant, c'est très très riche, c'est très bien documenté. Et donc, ça ouvre les voies de l'action. Alors, les voies de l'action, quelles sont-elles? Il y a d'abord la dimension innovation. Et là aussi, je trouve, et on se dit les choses très clairement, que l'étude est claire quand elle dit, voilà, le digital, il y a plus de 400 millions, mais il y aura de la baisse, 1,8 milliard, moins 1,8 milliard que vous le décrivez. Et avec David, on se dit les choses. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le digital. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous passez du physique au digital, de l'analogique au digital, vous perdez de la valeur. La page de pub de L vaut 100. Sur le site internet.l.fr, elle vaut 10. Sur le mobile, elle vaut 1. Donc oui, effectivement, il y a un problème. Et c'est toujours comme ça. Et vous allez avoir des acteurs du digital qui, eux, vont être capables de recréer de la valeur, mais généralement, ils sont assez extérieurs au système. Donc, voilà, les choses sont dites. Et aussi, l'étude a le courage de dire que ça va impliquer un redimensionnement de ces équipements, un questionnement permanent sur la taille, sur où on investit. Et donc ça, je trouve que vraiment, elle donne des repères et elle indique des pistes d'action très, très claires. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont importantes et qui ressortent de l'étude. Il y a la question de l'attractivité. Et l'attractivité continue à devoir être travaillée avec des dimensions évidentes comme celle de la sécurité,
mais des dimensions beaucoup plus fortes avec lesquelles nous on travaille. C'est notre rôle de la Banque des Territoires, c'est rendre les territoires plus attractifs. C'est pour ça qu'elle a été créée. Hein. Je parle sous l'œil vigilant de Sophie Errand, qui est députée et qui est présidente de la commission de surveillance. C'est le maître mot du travail de l'attractivité des territoires, qui passe par plein de composantes dans lesquelles on est présent. Il y a la composante hébergement, et dans le plan de développement de soutien au tourisme, on a continué à beaucoup travailler le renouvellement de l'hébergement dans les villes qui accueillent des congrès. Il y a le travail sur les compétences, et là aussi la Caisse des dépôts avec mon compte formation est très présent. Et il y a, pour ne pas être trop long, je dirais, il y a la dimension quand même très très fortement d'écosystème que vous avez annoncé et qui n'est vraiment pas pipeau. Je crois que c'est extrêmement important, si on veut faire la différence, d'être en capacité d'animer un écosystème de coopération publique-privée, vous l'avez évoqué, aussi de coopération publique-publique. Parce que les territoires, et là j'utilise le pluriel à dessein, sont multiples entre la ville, la métropole, le département, la région et le gouvernement. Et donc ça, nous, on a décidé de lancer une très grosse initiative pour lier le digital, et il est dans la salle, et je le remercie, avec Timothée Deroux, le président d'Alentour, qui est une nouvelle plateforme en illustration de ce qu'on sentait, mais qui a été très bien formalisé dans l'étude de Nova Consulting sur leisure, business et leisure. Donc le but d'Alentour, c'est de mettre en valeur toutes les activités, les producteurs d'activités qui sont très très faiblement digitalisés aujourd'hui, et qui peuvent servir à mieux mettre en valeur un territoire en allant chercher ce qu'on appelle dans le jargon la long tail, l'offre cachée. C'est-à-dire que oui, je viens à Cannes pour un festival, pour un congrès, je reste un petit peu plus longtemps, eh bien je peux faire de l'équitation à Cannes, je peux faire un acrobranche, je peux trouver une via ferrata, et au lieu juste d'interroger Google qui me rend de façon imparfaite, ou d'aller demander à la conciergerie de l'hôtel, ou d'aller à l'office du tourisme, ce qui n'est pas forcément accessible, prendre les petits annonceaux, là on est en train d'essayer de professionnaliser, de digitaliser ça de la façon la plus intelligente possible, mais il faudra qu'on ait la participation des régions. Alors je suis content parce que la région test dans laquelle on se déploie, c'est la Côte d'Azur, mais ça c'est une initiative de façon à ce que dans ce domaine-là, puisqu'on est dans une transformation digitale, on l'a dit, on peut faire beaucoup de choses en digital, on n'a plus besoin tout le temps d'être en présentiel, même si le présentiel reste important. Les révolutions digitales dans le secteur du tourisme, on s'est pris il y a 15 ans en pleine figure TripAdvisor, il y a 10 ans Booking.com, il y a 5 ans Airbnb. Il serait un petit peu de temps que pour le premier pays touristique, il y ait une initiative digitale qui soit franco-française. Regard croisé maintenant de Yann Ditulio et Renaud Ahmed sur ce qui vient d'être dit, et sur justement les enseignements de cette étude MICE. Vous êtes surpris par ces résultats, vous les acteurs de terrain, ou est-ce que ça correspond? Déjà, merci de nous accueillir ici. Je suis canadien, donc c'est un honneur pour moi d'être là. Je ne parlerai pas avec autant d'éloquence que David, mais je vais tenter de représenter la perspective d'accord. Il n'y a pas de surprise, pour être très clair. Pour moi, il y a des tendances qui s'accélèrent certainement, mais pour moi, il y a 3 mots qui sont très intéressants. Un, nous sommes les acteurs de notre avenir. Je suis 100% en phase avec cette conclusion. Hein. On peut être très pessimiste. On a tapé des moins 95%. On a quand même été au creux de la vague dans l'hôtellerie. On est encore un peu dans un creux, soyons clairs. Il y a une reprise lente qui se fait. On voit du mouvement, mais certainement, on sait qu'on doit être acteur. On sait que nous tous autour de cette table qui sommes assis aujourd'hui sommes des acteurs. On sait que l'écosystème est une nécessité absolue pour se différencier. Pour moi, en fait, qu'est-ce qui ressort? C'est cet aspect humanisation. On a souvent dit en fait que la digitalisation a déshumanisé le process. On voit en fait que cette crise Covid a remis l'humain au centre de nos considérations. Les gens se disaient, bon, c'est bien, tu vois, on peut travailler de façon hybride, c'est génial, je travaille chez moi aujourd'hui. Combien de personnes dans la salle sont heureux d'être là? Show of hands, moi je suis très heureux d'être là avec vous. C'est sympa en fait de pouvoir partager avec d'autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui cet échange, mais il y a une grande joie de se retrouver. Et donc cette humanisation, elle est quand même au centre de notre industrie. C'est une richesse qu'on amène. Ces échanges en fait sont une richesse. Et donc je pense que c'est pour moi une des raisons pour laquelle notre industrie
du maïs va reprendre certainement différemment. On a parlé d'accélération. Clairement, c'est une accélération. L'hybridation existait bien avant la crise. Je pense en fait que la direction de cette hybridation a changé. En fait, notre perspective sur qu'est-ce qu'un événement hybride, certes aujourd'hui n'est pas la même qu'au début de la crise. Je pense que cette nécessité d'avoir beaucoup plus d'expérience, des échanges, des breakout rooms, quand même, on voit à chaque semaine qu'il y a des releases de Teams qui marchent parfois plus ou moins bien, mais bon, en fait, qui challenge des acteurs qui historiquement avaient des plateformes qui étaient assez stables, à les évaluer en temps réel. Et moi, je trouve ça assez sympa quand tu as des acteurs de ce genre-là qui trébuchent un peu. Et le troisième mot, pour moi, c'est aussi cet aspect de transformation. Sébastien Bazin parle souvent d'hospitalité augmentée, mais ça, c'est très centré sur nous. L'hospitalité augmentée, évidemment, c'est d'aller au-delà de la chambre. On parle de F&B, on parle de rooftop, on parle de lifestyle, c'est très bien. Pour moi, la transformation aujourd'hui, c'est de repenser en fait la destination augmentée, cette connectivité entre les acteurs. Aujourd'hui, c'est quand même c'est le visiteur qui pardonnez-moi l'anglicisme, qui drive son expérience. On a quand même aujourd'hui une capacité, avec tous les acteurs autour de la table, à créer une expérience qui a beaucoup moins de friction, qui est beaucoup plus seamless, qui est beaucoup plus impactante. Et donc, quand on parle d'attractivité, pour moi, ce qui est particulièrement important, c'est de créer cette attractivité qui est beaucoup plus simple à exercer. Je pense que Olivier le mentionnait. Je pense que c'est absolument nécessaire d'éliminer cette friction sur une destination, de créer justement en fait une consolidation des assets pour justement en fait simplifier l'expérience client et rencontrer évidemment les impératifs RSE. Et puis pour nous, clairement, d'un point de vue hôtellerie, il y a des enjeux d'un point de vue assets, évaluation de nos assets qui sont juste immenses. On a un parc aujourd'hui sur l'Europe du Sud, mondialement à 5000 hôtels, on a presque 2000 hôtels sur l'Europe du Sud, on parle de modularité, on n'a pas tous la capacité, le cash ou la capacité d'emprunt pour créer un lieu comme celui-ci. Mais certainement aujourd'hui de repenser et certainement de travailler en partenariat public-privé, privé-privé, public-public. Je pense que sur tous ces axes, c'est absolument critique parce qu'en fait, voilà, je pense qu'uniquement en collaborant ensemble, est-ce qu'on va être capable de passer la seconde sur un horizon quand même assez long. Il faut être clair, cette transfo, ça ne se fera pas en 2 ans, en 3 ans, ça va se faire sur un horizon assez long, 5 à 10 ans. Il faut que ça soit absolument bien planifié et en concertation avec tous les acteurs. Merci Yann Ditulio. Renaud, même question pour vous. Quelle est votre lecture, votre regard sur cette étude et ses enseignements? Alors, je vais essayer de réagir. D'abord, je vais évoquer, on parlait du digital, je vais pas évoquer ce qui s'est passé un petit peu pendant la crise, qui, n'oublions pas, déjà est un accélérateur de tendance. Alors déjà, ça a permis de démontrer une chose. Toute crise est positive, hein, par certains côtés. Sauf quand on l'a vit, je vous promets, je l'ai bien vécu. Mais globalement, elle a des enseignements. Juste avant cette crise, tout le monde se disait, finalement, on va passer en full digital. Tout le monde se posait la question. On disait, est-ce que finalement, on a besoin de se rencontrer? Il y avait un vrai questionnement. Et ce qu'a démontré cette crise, c'est oui. Mais alors, ça a démontré à l'inverse qu'on voulait se rencontrer. Bon, ça, c'est déjà un superbe enseignement. Et pas seulement pour moi, mais nos clients, nos visiteurs, je parle pour nous, organisateurs d'événements, mais pour tout le monde, ils l'ont tous dit, à 70, 80, 90%. Ça, c'est le 1. Le 2, je regarde le pays qui a redémarré le premier, la Chine. Juste après, ils ont démarré en septembre 2020. Tous les événements ont vu une croissance du nombre de visiteurs. Tous. Il n'y en a pas un seul qui a baissé. Ils ont baissé en exposants. Aucun étranger pouvait accéder à la Chine. Donc, ça va être plus simple. Mais en visiteurs, ils ont augmenté. Donc, il y avait moins d'exposants et plus de visiteurs. Il n'y a pas un événement qui n'a pas respecté cette règle. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième, le digital, est une nécessité. Enfin, celui qui a considéré même avant que le digital était un problème ou un risque pour l'exercice de notre métier, très sincèrement, il est un peu, enfin, je ne le qualifierais pas, mais il y a un problème. Le digital, c'est, parce qu'on va revenir sur les basiques de notre métier. Le basique de notre métier, c'est de créer du lead entre une offre et une demande. C'est ça le métier, hein. Ni plus ni moins. Le digital, avant, il y a 20 ans, notre métier, c'est de faire de la logistique. Ensuite, on est passé sur le sales. Ensuite, ce qu'on nous demande, c'est de dire, attendez, moi je m'en fous d'avoir 10 000 personnes qui passent sur mon stand. Je veux avoir les 100 personnes qui m'intéressent. Ni plus ni moins.
Je vais juste évoquer, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le MIPIM n'a pas démarré, mais j'aimerais juste rappeler que, enfin, je pense que pour tous les professionnels qui sont ici, un événement ne se crée pas en 3 mois. Je rappelle juste que les gens ont commencé à vendre des événements, hein, je peux vous le dire, ne serait-ce que chez nous, d'accord. Les équipes commerciales, entre le 1er mars, où on nous a fermé le salon d'agriculture avec un jour d'avance, et le 25 avril 2021, c'est-à-dire 14 mois plus tard, on n'a pas vendu 1 euro. Bon, donc dire, mais je peux vous le dire même chez nous, remettre les gens au travail au mois d'avril, en plus avec un mois de juillet où on dit ah, ça y est, il y a un nouveau variant, le Delta qui arrive. Bon, ça peut être le Delta, ce que vous mettez. Eh ben, très sincèrement, les courbes de vente, elles en ont pris un sacré coup sur la figure. Un événement, ça se monte en 12 mois ou 15 mois. Donc, je ne vais pas prendre ce qui vient de se passer là, parce que, sauf les clients reporter tout l'engagement pour le futur, ceux-là, ils sont protégés. Ceux qui ne l'avaient pas fait, il ne faut pas se mentir, le plomb, il était assuré. Hein. Aujourd'hui, pour être très clair, pour moi en tant qu'organisateur d'événements, 2021, c'est fini. C'est dans la boîte. Je ne parle plus de 2021. 2021 ne m'intéresse plus. C'est fait. Ou c'est fait ou c'est mort. D'accord? C'est fait ou c'est mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, donc, le digital, déjà, ce qu'a démontré, il faut qu'il y ait du digital, c'est important. Alors, on l'appelle ça digital, hybride, enfin, ce que vous voulez. Le deuxième sujet, c'est... on en a fait plein pendant cette crise. Plein. Mais pas seulement nous, pour être clair, moi en tant que Connexosium, mais j'ai appelé mes amis de Reed, d'Informa, de Tarsus, de Clarion, de Messe Francfort. Enfin, on se parlait par Zoom tous les mois, parce que d'abord ça nous rassurait, et puis en même temps on faisait quelque chose, donc c'est sympa. Oh non, mais c'était Rapid Group, exactement, on se parlait, ma barbe a poussé, la leur aussi, donc voilà. Et on a fait des centaines d'initiatives. Et dans les faits, ce qu'on a démontré, ce qui a été démontré, c'est que jamais un salon ne deviendra digital. Par contre, et c'est même pas nous qui allons le dire, on a partagé, puis en plus on a posé la question aux prestataires du digital, qui eux ont fait carton plein, d'accord, pour cette période. Et ceux-mêmes qui nous ont dit, ça, ok, on a fait plein de pognon, mais ça n'a pas marché. Ça, on a fait du pognon, mais ça a bien marché. Dans les faits, le digital ne peut pas adresser une communauté trop large. Ça, c'est ce qui est ressorti. Un salon virtuel, d'accord, ça a foiré. Le plus grand salon du monde, c'est la foire de Canton, un flop total. Le plus moderne, on va dire, CES de Las Vegas, un flop total. Par contre, faire ou créer des petites communautés, je vais prendre un secteur que je connais bien, l'agroalimentaire, on va dire, je vais parler de la viande de porc dans le Finistère, d'accord ? Là, on va réunir 50, 100 partenaires qui vont être là, en digital, avec 500 personnes, et là, ça fonctionne. Je dirais, il ne faut pas faire trop gros et voir... Par contre, c'est vrai que ce que vous disiez, modèle économique, mauvais. Ensuite, je continue encore. Rapidement. Vous m'avez dit que vous pouvez vous lâcher. Oui, mais on va passer aux pistes d'action maintenant. Et puis, je sais que David Lisnard va nous quitter. Vous évoquez les infrastructures, donc je vais réagir. Non, je rajouterai un truc. Hein. L'événement, il est dans l'infrastructure. Ça, vraiment, j'insiste. Hein. La qualité quand vous arrivez dans un lieu, pour moi, pour nos visiteurs, nos clients, il faut que l'événement, il y ait un waouh. C'est pas seulement de l'airware connecté. Le connecté, c'est du basique aujourd'hui. Hein. C'est waouh. Ici, vous dites waouh. Si vous allez dans un lieu un peu, je dirais, un peu has-been, vous ne créez pas l'événement, vous créez l'inverse. Ça, c'est le 1. Le 2, je reconnais. Ensuite, je vais continuer. Dans quelques années, pendant quelques années, nos événements vont se continentaliser. Il ne faut jamais oublier que tous les événements sont le reflet du marché sous-jacent qu'on a. Hein, donc, avant, on prenait le taxi pour faire Paris-Shanghai. Okay. Là, ça va être fini pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce que, pas pour d'autres raisons, c'est que ce qu'a démontré cette crise, c'est le syndrome, ce que je vais appeler le syndrome du volant. Hein, votre bagnole est prête, le volant il est fabriqué, le plastique est fabriqué à Bangalore, d'accord, et le reste est fabriqué en Chine. Et on s'est dit, c'est monstrueux. Donc, tout le projet, et d'ailleurs les 30 milliards annoncés par le président de la République, et dans tous les pays, hein, on va ramener des industries, on va refabriquer en Europe. Ça veut dire quoi dans nos événements ? Ça veut dire que nos clients vont devenir européens, pas mondiaux. Donc pendant un certain temps, on va dire, on va arrêter d'aller chercher les 3 centimes d'économie pour aller fabriquer à l'autre bout du monde avec le risque de ne pas être pourvu. Ça va être un sujet. Et donc, tous nos événements, et donc la clientèle, va devenir plus européenne.
d'un côté, plus chinoise pour la Chine, plus américaine pour l'Amérique. Renaud Ahmed, je vous redonne la parole dans quelques instants, mais David Lisnard, on passe au deuxième temps de notre échange sur les pistes d'action évoquées par l'étude. Quelles sont pour vous les 2-3 priorités d'action pour les secteurs, pour la filière? Alors, juste, je trouve que d'abord les interventions étaient très complémentaires. Renaud nous a ramené à des choses très très concrètes. Juste sur le dernier point, je ne suis pas sûr que la division internationale du travail à l'échelle mondiale ait été mise en cause par la crise Covid, mais c'est un autre débat, peut-être dans d'autres instances. Passionnant. Donc il y a des affichages politiques, on verra dans la réalité. Et on voit quand même que le commerce mondial, et quand on voit l'inflation sur les containers, y compris depuis l'Asie, voilà, donc notre débat. Mais en tout cas, s'il y a réindustrialisation, on va incuber des nouveaux salons autour de cette réindustrialisation. Voilà, ça c'est la bonne approche. Deuxième élément, moi ce que l'on va faire, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on va passer à une autre étape de notre travail avec Nova Consulting. Bien sûr, je le proposerai à Olivier, à Sébastien, à travers vous, Yana, et à Sébastien, si on est d'accord, pour qu'on passe sur cette notion de trajectoire MAIS 2025 et qu'on arrive à objectiver les éléments de la compétitivité pour les destinations. Et Renaud, tu as rappelé quelque chose d'évident, c'est que le centre d'accueil doit être beau, il doit être spectaculaire, et il ne faut pas qu'on l'oublie, et moi le premier. Voilà, je termine là-dessus, parce que vous le savez, hein, je suis vraiment confus. Je veux à nouveau remercier Olivier et de la Banque des Territoires, parce que c'est pour nous extrêmement précieux d'avoir un tel partenaire dans tous nos projets, mais en l'occurrence dans ce projet-là aussi, et d'avoir des personnes qui ont cette capacité tout de suite de comprendre sur des segments quand même très particuliers d'activité l'intérêt de travailler ensemble. Et donc les priorités, ça va être les écosystèmes, comment on les monte, et on sait que chaque écosystème c'est une chaîne, donc effort du maillon le plus faible, comment on fait de chaque maillon de l'accueil un élément qui s'inscrit dans une démonstration locale. Ça sera être le marketing. Le marketing, c'est la connexion entre une identité et un marché. Donc, comment avoir une critérisation qui correspondra à des labels internationaux ou en tout cas à des attentes internationales, on arrive à créer des expériences locales qui sont reliées à une histoire, l'histoire d'un lieu, l'histoire d'un territoire, du patrimoine, de la culture, autour d'un événement spécialisé, de plus en plus, pour beaucoup de destinations, en tout cas, notamment intermédiaires. C'est évidemment la qualité des investissements et des lieux, des sites où se passera la communion. Voilà, je me suis rattrapé, j'ai cité Hugo. Non, la communion. Surtout dans ce lieu. Oui, tout à fait. Non, mais la communion, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure en disant de réalité anthropologique ou ontologique. On a besoin, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de se retrouver, il faut le dire, le clamer, mais avec du contenu commercial, les bons acheteurs, les bons vendeurs, les bons transmetteurs, et ensuite les belles expériences individuelles qui font que le cadre sub dira je veux aller à tel endroit parce qu'il y a plein d'intérêts, mais en fait il ira parce qu'il y a une expérience magnifique, y compris pour lui. Et donc c'est tout cela. Et puis enfin l'incubation de nouveaux événements. On est dans une période de transition, comme toute période d'ailleurs, on dit ça à chaque période. Mais et donc comment on arrive, avant d'atteindre la taille critique d'un événement, à construire sur certains segments stratégiques des partenariats financiers pour se donner 2-3 ans afin de tester des événements et de ne pas faire reposer le risque que sur un acteur qui est soit une destination, mais dont ce n'est pas le job, soit un organisateur qui a une pression de son actionnaire. Voilà. Je vous laisse sur ces réflexions. On vous libère. Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été les nôtres hier et aujourd'hui. Merci infiniment. Et on vous laisse filer. Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été les nôtres. On poursuit la discussion justement. Alors maintenant, quelle suite? On évoque les priorités d'action. Quelle suite donner à cette étude, Olivier Sichel, si on se projette un petit peu à court terme? Cette trajectoire MAIS 2025 que tu viens d'évoquer, David Lisnard, quelle forme doit-elle prendre? Avec quels critères? Alors, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'il y a une définition donc d'indicateurs pour définir quelle va être la feuille de route. Et donc, une fois l'étude faite, l'établissement d'une base d'indicateurs qui permet de se dire, voilà, sur tel et tel axe qu'on a fixé, voilà la base de départ, et voilà vers quoi on va progresser. Pour nous, côté Banque des Territoires, je pense que ce qui sera important, c'est de raisonner infrastructure. On voit bien, Renaud l'a dit, c'est extrêmement important. L'événement, c'est le lieu. Et ici, quand on arrive au coin des Cordeliers, il y a un wow effect. On est en sortie du métro, on voit tout de suite la qualité. Moi qui fais pas mal de congrès, c'est pas le cas partout. C'est vraiment pas le cas partout. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment
améliorer l'expérience, évidemment travailler toute la dimension durable aussi des lieux. Je veux dire, les palais des congrès ouverts à tous les vents qui chauffent la planète, les parkings dans lesquels il n'y a pas d'ombrière photovoltaïque, tout ça, ça veut dire des investissements. Et donc ça veut dire qu'il va falloir se remettre dans une logique de financement d'infrastructures, ce qui signifie d'ailleurs des financements longs, et accepter qu'on va être de nouveau sur la longue période. Cet équipement-là qu'on a fait au couvent des Cordeliers, ça n'a aucun sens de le financer sur 5 ans. Ça durera bien plus de 5 ans. On est sur des éléments à 30 ans. Donc il va falloir accepter que les structures, sociétés d'économie mixte, collectivités locales, prennent le temps de faire des investissements longs parce que ça s'amortit sur des périodes longues. La contrepartie, ça va être de travailler objectivement le modèle économique. Et vous l'avez dit, à un moment, les trop grands équipements ne trouveront pas leur modèle économique. Donc il faut accepter aussi de ne pas faire des éléphants blancs et d'avoir des éléments qui sont à la taille de chacune des communes. Et d'être à la fois rigoureux sur le choix du modèle économique pour dégager une rentabilité acceptable, mais je le dis de long terme, parce qu'il faut aussi savoir mesurer la rentabilité globale pour tout le territoire, avec les retombées en termes d'hébergement, de développement d'activités, de tractation de tout le territoire. Et là aussi, je pense que l'étude va nous aider à pouvoir mesurer, c'est ce que vous avez dit, ce 1 euro dans le secteur du maïs qui fait 1 euro dans le territoire, un petit peu moins malheureusement après la crise. Tout ça va nous aider à justifier et à poser des modèles économiques nécessitant l'innovation, l'infrastructure et l'investissement. Julien Bernard. Oui, je me permets de rebondir dessus, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, sur cette notion d'outils. Pour moi, il y a 2 types d'outils. D'abord, on a une première base aujourd'hui qui permet de chiffrer les enjeux, on vous les a présentés. Ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir une base pour les acteurs du territoire, qui demain sera un outil pour un porteur de projet, pour savoir s'il peut ou doit rénover, comment et à qui doit s'adresser et comment fédérer les acteurs autour de lui. Il se trouve qu'on a eu la chance de faire ça avec la Banque des Territoires sur le patrimoine. J'en parlais tout à l'heure. Je voulais juste citer cet exemple parce qu'il est extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas dans le maïs, c'est dans le secteur, encore une fois, du patrimoine et de la culture. On a travaillé pendant des semaines sur la construction d'une vraie base de données française d'échantillons qui permet aujourd'hui d'avoir des comparables pour n'importe quel acteur qui va sur un extranet fourni par Atout France et la Banque des Territoires et dans lequel il rentre ses données à lui, son économie, son ticket moyen, le profil de ses visiteurs. Et il a un audit immédiat pour savoir en quoi il est meilleur ou surtout moins bon que les autres sites patrimoniaux en France. Parce qu'il n'est pas bon en restauration, sa boutique n'est pas la bonne, il n'a pas un bon site aujourd'hui, il n'a pas assez de mètres carrés, il ne met pas assez d'argent en communication. Cet outil-là permet à ce porteur de projet demain de demander à la Caisse, à Atout France, aux institutions, de l'aide pour fédérer des acteurs autour d'un projet de rénovation. Et je pense que c'est ce qu'on a commencé à échanger avec Emmanuel. Demain, on doit pouvoir constituer très simplement une base de données permettant à n'importe quel porteur de projet, un directeur d'hôtel, un directeur aujourd'hui d'un office du tourisme ou un acteur des congrès, de pouvoir comprendre où il en est et surtout quels sont les investissements qu'il doit faire. Et je pense que c'est en travaillant sur des logiques pilotes, etc., qu'on demain on sera capable de démultiplier un effet qui pour nous ne doit pas être national, il doit être multilocal. Et donc je pense que ce que vous disiez qui est à mon avis extrêmement intéressant là-dessus. En tout cas, je prends cet exemple-là parce que c'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses simples. Ça c'est le fruit de 4 mois de travail, encore une fois, dans le cadre d'un sujet. Et il y a du coup, à mon avis, des outils à développer pour votre filière pour être capable d'accompagner cet investissement. Et le deuxième point très rapide, c'est juste de dire que et vraiment on est à 100% en phase, M. Sichel, sur sa dimension de co-investissement. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire un acteur privé seul, ça ne peut pas se faire avec la collectivité qui n'a pas la vision et qui va toujours avoir peur de est-ce que j'ai investi là ou pas. Ça ne peut se faire qu'ensemble, dans un schéma de destination où finalement la ville s'y retrouve parce que c'est des retombées évidemment économique pour ces acteurs, et l'acteur privé seul, il n'a pas les moyens. Donc pour moi, la question qui n'est pas triviale, là pour le coup, c'est la gouvernance locale qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce que ça se fait au projet, comme vous le faites aujourd'hui? Est-ce que ça peut se faire dans un schéma de gouvernance à construire? Je pense que c'est un des enjeux, à mon avis, intéressants des semaines qui viennent aussi sur ce sujet-là. Très bien. Yann Tullio, même question pour vous. Quelle suite donner à cette étude? Vous avez évoqué déjà des pistes, mais quelles sont vos 2-3 priorités d'action 2025? C'est après-demain. On a parlé de KPI, donc on est 100% en phase. Pour moi, il faut absolument avoir une base solide sur laquelle évaluer notre évolution. Si on se met au niveau international, on a quand même une compétition internationale forte. Les acteurs américains, d'un point de vue indicateur clé, sont extrêmement performants. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est absolument critique d'avoir cette perspective. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il faut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui crée l'attractivité d'un site et comment en fait on crée un rendement en mètre carré, particulièrement d'un point de vue hôtellerie.
On parle de modularité et on parle d'expérience. Généralement, un site qui est modulaire perd en expérience. Donc, clairement, aujourd'hui, on est dans un site qui est hautement design. On peut être très modulaire et c'est génial parce que le design en soi, l'architecture en soi, crée évidemment un engouement. Mais si on a un site, et je pense que Renaud avait tout à fait raison, on a quand même sur le territoire français beaucoup de besoins de réinvestissement. On n'a pas tous des sites aussi beaux que celui-ci. Et donc malheureusement, c'est simple de parler de modularité, c'est beaucoup plus compliqué qu'on n'a pas des sites qui sont by design modulaires ou qui sont by design tu vois, aussi grandioses que celui-ci. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental. Il faut se poser cette question, en fait, comment on passe la seconde sur des assets qui existent, des assets existants. Donc pour moi, c'est fondamental, que ce soit au niveau des centres des congrès, des hôtels, etc., hyper critique. Après, pour moi, pour moi, c'est cet aspect coopération de façon hyper pragmatique, et je suis plutôt anglo-saxon sur cette perspective. Je trouve ça hyper compliqué. Je veux dire, je suis en France depuis 4 ans. D'accélérer cette collaboration, pour moi, c'est critique, c'est fondamental, mais c'est dur et c'est long. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait le luxe du temps devant nous. Il y a des destinations qui vont réagir très vite. Donc, pour moi, au-delà de l'étude, je pense qu'il faut vraiment mettre les acteurs autour d'une table et trouver un cheminement. Enfin, il faut trouver une solution d'accélération sur toutes les places. Et en fait, avoir un modèle d'accélération qui peut être mis en place rapidement par tous les acteurs. Renaud Ahmed, vu de votre fenêtre? Alors moi, je répondrai juste à ce point-là, juste après, parce que j'aimerais évoquer un point qui, pour moi, nous touche à cœur. Bon, on a été arrêté pendant un moment, le feu s'est éteint, il faut le rallumer. D'accord. Et une façon de le rallumer, il y a 2 façons de faire. Moi, je prends 2 silex et puis je vais essayer de le faire. Ça va me prendre un petit moment. Ensuite, j'ai soufflé. D'accord. Et puis, globalement, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça va redémarrer. Et moi, j'insiste. D'ailleurs, ce qu'on pousse à mort, c'est pour aller sur un plan de relance, pour accélérer le foyer. C'est-à-dire qu'on prenne un gros truc et puis qu'on dise on va redonner envie un peu vite. Ça n'enlève pas le sujet de l'étude, parce que ça c'est à plus long terme, mais à court terme, il faut redonner envie à des gens qui ont supprimé de leur budget marketing la totalité des dépenses dans notre métier. Et donc, pour leur donner envie, il va falloir mettre un coup d'accélérateur. Et pour être très clair, puisqu'on parlait des benchmarks mondiaux, on ne sera pas les premiers. Hein. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a annoncé, d'accord. Je ne vous parle pas de ce qui est en train de se préparer à Hong Kong, d'accord. Ce qui est en train de se préparer dans d'autres territoires asiatiques, puisqu'on est appelé, en plus on bosse là-bas, comme Yann. Honnêtement, ils mettent un gros coup de collier. Il ne faut pas qu'on soit les derniers. De façon générale, en plus, les effets d'annonce, c'est quand on est les premiers, pas le dernier, sinon on fait suiveur, donc c'est jamais bon. Donc ça, c'est déjà mon premier point à court terme pour accélérer le truc, au moins, et ensuite on fera notre métier. Ensuite, le deuxième sujet sur l'infra, je poserai la question aux clients d'abord. Hein, parce que je vais vous dire, je suis client de pas mal de destinations, sur pas mal de salons. Pourquoi je vais à Cannes? Pourquoi je vais à Monaco? Pourquoi l'événement de Monaco ou de Cannes n'ira pas à Paris? Je peux vous le dire, il n'ira jamais à Paris d'ailleurs. Pourquoi les événements qui sont adaptés à des destinations et pas à d'autres? Parce qu'elles ont toutes une force. D'accord. Paris, c'est qualité accueil, enfin qualité, non pas qualité accueil, excusez-moi, je reviens. Taille des structures d'accueil, d'accord. Taille des structures d'accueil où on peut faire du gros. Si je vais à Monaco ou à Biarritz ou ailleurs, c'est parce que, pour être clair, je les enferme, les gens. Je dirais, ils sont bloqués. Et quand je dis bloqués, c'est-à-dire que je crée du network obligé. Du network obligé. Si je fais le même événement à Paris, mais je vais vous dire, c'est un échappatoire. Même, je vais même aller plus loin, même dans Paris, enfin, ayant eu d'autres fonctions avant, vous accueillez un gros congrès à Villepinte / Porte de Versailles, je peux vous dire que ce n'est pas le même sujet. Même si la qualité de l'infrastructure était géniale. Villepinte, les gens s'échappent. À Paris, ils restent. D'accord. Ils vont sur les Champs-Élysées un peu. Si on va à Biarritz, c'est qu'il y a des raisons. Si je vais à Deauville, c'est que j'ai des raisons. D'accord. Parce que chaque territoire a une force. Il ne faut pas vouloir regarder le territoire du voisin, on s'en fout. Ici, et plus globalement, si on parle de la France, on a une méga force, on l'a totalement oublié. Hein. On l'oublie toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on a en France par rapport à Francfort ou à l'Allemagne? Enfin, je dirais, en tant que tel, on a des grandes villes, des belles villes, de très beaux monuments, des choses extraordinaires, et pour être clair, on ne l'a jamais lié avec notre métier. Jamais. Et quand je vois que
la durée de séjour à Londres a augmenté, alors que la durée de séjour en France, dans l'hôtellerie, a baissé, je me dis, et vous voyez ce que je veux dire? Et merde, voilà. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que, oui, je rejoins sur le fait de lier, très bien, eh ben, tout organisateur, tout participant à un congrès, quel que soit son territoire, il devra aller visiter les infrastructures. Et c'est gracieux, on s'en fout, c'est pas le sujet. Du territoire, on allongera la durée, on crée de l'attractivité. On crée l'activité. On parle du maïs, pas seulement des salons et des congrès. Sachez une chose, c'est qu'un événement, de toute manière, il se déplace. D'accord? Donc il passera de l'un à l'autre, au troisième, au quatrième. Et puisqu'on parle du maïs et donc de l'événementiel, je précise juste, là c'est encore beaucoup plus prégnant, c'est le RSE. Pour être clair, si vous ne mettez pas une politique, s'il n'y a pas une politique de RSE sur le maïs, enfin sur l'événementiel, j'entends, ou un congrès, là il y aura un problème parce que c'est un des critères de choix de la destination. Justement, sur les RSE, c'était une des actions principales, la sixième, je crois, de l'étude. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est intéressant, Alexandra en parlait tout à l'heure très précisément, le RSE, c'est pour nous d'abord, évidemment, vous le disiez, la base. C'est-à-dire que vous n'avez pas aujourd'hui de politique RSE, vous n'accueillez pas d'événements. Nous, on voudrait que ça dépasse ça et que ça devienne endogène à l'événement. Et donc l'idée, c'est de faire, tel que nous on le développe, du RSE positif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce que vous racontiez tout à l'heure très justement, Monsieur Lisnard, on va effectivement faire les déchets recyclables, la dimension, j'allais dire, de base. L'enjeu, c'est bien de mettre une dimension sociétale au cœur de l'événement. Donc d'abord, je suis désolé de reprendre ce terme d'écosystème, il est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, mais il est tellement important de trouver tous les acteurs locaux qui peuvent profiter du maïs de manière sociétale. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Dans votre secteur, on a beaucoup d'acteurs qui se positionnent là-dessus, des groupes comme SOS ou d'autres, qui vont demain pouvoir développer de l'emploi, de l'apprentissage, des logiques long terme, d'une dimension réellement locavore qui dépasse le fait d'acheter des produits locaux, mais qui est quel est l'impact à moyen terme d'une filière touristique sur son territoire d'un point de vue agroalimentaire, etc. C'est ça qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. C'est donc une vision plus long terme et plus intrinsèque, au-delà même de la base telle que tous les acteurs le feront. Donc là, voilà, il y a une réflexion et je prends un exemple qui me paraît intéressant. On a conçu un projet, on parlait d'écosystème intéressant, qui est la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, qui est un projet global d'un quartier, etc., avec au cœur une cité culturelle sur le vin, un peu sur le modèle de celle de Bordeaux. Derrière ça, il y a un quartier thématique et on y a amené la formation, avec l'école Ferrandi d'un côté, le BIVB de l'autre, pour justement trouver des futurs employés, pour être clair, dans ce secteur, la restauration et la gastronomie, où c'est le problème principal. On n'est pas sur de l'environnement, on n'est pas sur du... C'est vraiment un projet passionnant, qui n'est pas gagné entre nous, parce que derrière ça, il faut qu'il y ait évidemment les bons profils. Mais il y a une réflexion à long terme, sociétale, sur ce lieu-là. Et pour aller vite, l'apprentissage qui est en train d'être négocié, je trouve que, pour des raisons directes, moi j'en suis un des acteurs économiques de ce projet, aujourd'hui on s'engage à embaucher les gens de ces formations pour pouvoir demain faire évoluer aussi les profils. Je pense que c'est vers ce type d'initiative qu'on peut regarder le RSE de manière différente. Olivier Sichel. Oui, parce que j'étais il y a un mois à la pose de la première pierre de l'hôtel Naos de la Cité internationale de la gastronomie avec François Rebsamen. Donc là, on a quand même un élu stratège qui est sur le projet depuis 10 ans. Les premières études d'ingénierie sur cet hôtel ont commencé il y a 10 ans. Et François Rebsamen me disait, avec ça, je passe dans une autre catégorie. Je vais pouvoir, par exemple, accueillir le congrès HLM, qui est un gros congrès qui tourne, mais qui ne pouvait pas tourner sur Dijon parce qu'il n'y avait pas cet équipement. Et donc là, il franchit un seuil. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas juste j'ai mis un hôtel de plus, ça n'a rien à voir. C'est justement j'ai pas mis un hôtel de plus, c'est j'ai créé un écosystème, une marque, j'ai développé l'attractivité autour de la thème de la gastronomie qui est différenciante. Et c'est vrai que le Bourgogne, oui, c'est à Dijon, sera difficile qu'en Bretagne, on mette la même qualité œnologique, même si un petit peu de muscadet pas loin. Mais donc, il y a eu un travail de fond qui est incroyablement puissant, ancré, mais aussi avec la durée. Et donc ça, pour créer un écosystème, il y a la durée. Bon, d'ailleurs, un peu challengé sur qu'est-ce qu'on fait des cités gastronomiques de Montbard et de Beaune. Il y a intérêt à les faire fonctionner en réseau et pas en concurrence. Mais juste si on rebondit juste sur ce point, c'est nous qui avons mené cette étude il y a 10 ans, donc je bois vos paroles. C'était des projets qui se construisent en convainquant les acteurs économiques du maïs. C'est pour ça que je dis ça. Naos a hésité pendant 3 ans à garder une salle de 700 mètres carrés qui sera la seule salle de prestige pour faire des grands événements dans Dijon, en dehors évidemment du centre de congrès, mais dans une logique patrimoniale. Et ça,
pour aller très vite, c'est le maire qui l'a imposé à un acteur économique privé parce qu'il voyait l'intérêt de sa destination. On voit là le public privé. C'est pour ça que cet exemple vraiment est intéressant et je pense que ça peut générer aussi de vraies problématiques, j'espère des initiatives pour justement travailler autour des élus parce que sincèrement, l'acteur économique, il n'avait qu'une seule envie, c'était de rentabiliser ces espaces différemment et c'est parce qu'il y en avait un besoin sociétal qu'il l'a gardé. Je pense que c'est un très bon exemple intéressant à creuser. Messieurs, madame, nous allons prolonger la discussion à l'aide de vos questions. La lumière va se faire dans la nef, majestueuse. Des micros sont à votre disposition de part et d'autre, avec notre hôte et notre hôtesse. N'hésitez pas à vous manifester, on va faire un tout petit peu de lumière pour réagir, rebondir, témoigner sur ce qui vient d'être dit avec nos intervenants de haut niveau, comme à chaque fois, qui souhaitent réagir, apporter son éclairage. Oui, madame, au premier rang. Voilà, on va vous apporter un micro. Merci de bien vouloir vous présenter, madame. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, Sophie Errand, donc présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, mais aussi députée de la 10e circonscription de Loire-Atlantique. J'avais une question par rapport au juste prix en fait, de l'événement. Puisque là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on monte en prestat, qu'on soit meilleur en qualité d'accueil, y compris sur l'hôtellerie. Moi, je suis sur un territoire, Clisson, si vous connaissez, qui accueille le Hellfest. Alors oui, sur la RSE, parce que oui, il y a eu déjà des démarches et on sait qu'il faut qu'on accueille mieux. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ressortir le juste prix de ces événements-là. Comment est-ce que l'événementiel va pouvoir faire sortir le prix ? Et comment est-ce que vous pouvez peut-être, et ça c'est une question pour vous par rapport à l'étude, moi j'ai fait intervenir un ProTourisme, pour ne pas les citer, mais il y a 10 ans sur mon territoire, pour justement en termes de tourisme qu'on nous dise où sont les pépites, où est-ce que ça doit briller, comment est-ce que vous allez les mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on a été aidés. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le retour sur les investissements par rapport à l'économie en fait que ça génère. Par exemple, moi professionnellement, j'étais chef d'entreprise dans le monde médical. Medica à Düsseldorf était beaucoup plus pertinent, performant qu'Hôpital Expo à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'y trouvait pas la même chose, il n'y avait pas les mêmes prestataires, il n'y avait pas les mêmes prestations. Mais l'exposant payait beaucoup plus cher, Medica, évidemment. Donc aujourd'hui, s'il y a un progrès, il faut aussi qu'il y ait un coût de sortie qui soit supérieur. Comment on ressort, comment on valorise le coût de sortie pour ceux qui vont faire les efforts, les collectivités, enfin tout cet équipement-là. Merci madame. Julien Bernard. Pour le coup, de manière très directe, là, la réponse, elle est chez FCE, ce qu'on est en train de développer ensemble avec Emmanuel et tous ses partenaires. Je pense qu'il faut des outils. Et vous le disiez très justement, si on veut avoir une capacité de convaincre sur le prix, il faut pouvoir justifier ce prix. Et pour le justifier, la première chose à faire, c'est des études sur les retombées économiques locales. Nous, on en fait 80 par an. Honnêtement, on en refuse presque une par semaine à l'heure actuelle. C'est devenu vraiment la base, je pense, de l'analyse de l'écosystème d'un projet économique de territoire. Et donc, ces études, quand elles sont faites sérieusement, sans justement être en mettant tout et n'importe quoi dedans, de manière prudente, elles permettent d'objectiver la rentabilité et donc de comprendre ce que vous avez très justement dit, le positionnement du produit. Et donc, pour moi, je pense sincèrement que, et c'est ce qu'on veut essayer de développer déjà dans une dimension autour de FCE global, après, il faudra qu'on trouve des logiques locales, hein, mais qui permettent aujourd'hui, en tout cas, d'avoir une méthode pour pouvoir comprendre les KPIs et où est-ce qu'on se positionne, sur quelle dimension. Et puis le deuxième point derrière, c'est le besoin d'ingénierie. Je suis très direct. Alors, je vous rassure, ce n'est pas à l'échelle d'un cabinet comme le nôtre du tout que la question se pose, c'est comment les territoires, les acteurs de territoire pourront être aidés par les collectivités, par des acteurs institutionnels, un peu sur le modèle de cœur de ville, ce que peut faire la Caisse par exemple sur d'autres thématiques, comment aujourd'hui avoir de l'ingénierie multilocale. Et je pense que c'est une des grosses difficultés, c'est que des élus, une SPL locale n'a pas forcément toujours naturellement cette capacité à comprendre les enjeux marketing du territoire. Voilà, je pense que ces deux enjeux, le chiffre et l'ingénierie, qui sont complexes, hein, parce qu'évidemment, ça s'intègre dans une dimension qui est nationale, et avec, de ce point de vue-là, beaucoup de besoins. Renaud Hamed pour un complément de réponse. Alors, dans les faits, les modèles économiques ne sont pas du tout les mêmes entre ces différents pays. Quand vous regardez, d'abord, de façon générale, dans le monde, toutes les infrastructures de exposition, quelles qu'elles soient, ont toujours été financées par la puissance publique. C'est basique et ça s'explique financièrement, mais alors très simplement, quel que soit le pays. D'accord. Le seul qui ne l'ait pas fait, c'est un parc qui a eu lieu à Londres, qui s'appelle Excel, d'accord, où ça a été un premier drame, un deuxième drame économique, pour ensuite être repris, mais une fois qu'on a effacé tout le coût de l'investissement et qu'on a effacé tout le coût des pertes cumulées. Bon. Pour le reste, c'est toujours financé par la puissance publique, même en France. D'accord. Ensuite, par un système d'affermage, délégation, DSP, enfin, il y a tous les systèmes qui existent. La différence par rapport à l'Allemagne, c'est que vous n'enchaînez pas les marges.
vous n'additionnez pas les marges. Dans les faits, le parc d'exposition ou la MESE, qu'on les appelle MESE ou les centres de congrès, sont eux-mêmes font tout. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du lieu, investisseurs, certes avec de l'argent public doté, d'accord, et ensuite organisateurs de leurs propres événements, prestataires de leurs propres événements, et donc vous limitez le niveau des marges. Dès que vous déconnectez, dès que vous créez, dites chacun son métier, eh bien vous avez une marge pour le premier, une marge pour le deuxième, une marge pour le troisième, et de facto, ça enchérit le prix. C'est automatique. Je peux vous le dire, l'ayant regardé, qui en tant que Vipari, qui en tant que Comexposium, c'est la vraie différence. Et d'ailleurs, le modèle anglais et le modèle français, enfin, généralement, sont à peu près les mêmes. Les modèles allemands, espagnols, italiens sont généralement à taux de marge beaucoup plus réduit. C'est une règle. Voilà ce qui explique les différences et les distorsions. Ensuite, le prix accessible, il ne faut jamais oublier que le prix accessible, c'est le prix de la concurrence. Je dirais, d'abord, on se compare, tout le monde vous compare. D'accord ? C'est pas Paris par rapport, c'est pas un territoire sur la France, c'est l'événement Intel qui se compare à l'événement Intel qui a lieu à tel endroit, qu'il soit en Allemagne, en Espagne ou en Asie. Et ça, c'est le vrai sujet. Allez, une ultime question-réaction dans les 5 minutes qui nous restent avant de clore cette plénière dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester pour échanger avec nos invités sur le plateau. Qui souhaite réagir, rebondir dans la salle? Non, mais peut-être un... Oui, juste, et avant un de dernier tour de terminer, table, peut-être conclusif, justement. Ah bah non, mais moi juste, je voulais donner un peu d'espoir. Voilà. Depuis le 1er septembre, tous les événements ont repris. D'accord ? Donc, je regarde en tant qu'Unimev ou en tant que Comexposium ce qui se passe. Dans les faits, je vais tout reprendre. Hein. Les événements corporate, malheureusement, ont un coup d'arrêt pendant l'été à cause de la 4e vague. D'accord ? Ça a créé beaucoup de retard, donc tout le monde dit que ça va redémarrer. Bon. Et c'est ce que disent tous mes amis qui d'ailleurs étaient dans les slides et interrogés. Bon. Sur la partie congrès, salon, B2B, B2B, globalement, certes, on a une baisse du nombre de partenaires étrangers, notamment parce que, bon, dont acte, mais globalement, avec une densité de visiteurs supérieure, au moins égale, voire supérieure, à ce que nous avions constaté en 19. C'est-à-dire que la densité, c'est le nombre d'exposants ramené au nombre le nombre de visiteurs ramené au nombre d'exposants. Globalement, modulo certains, mais pour des raisons qu'on peut assez facilement expliquer, ça marche très bien. Ensuite, tous les événements communautaires marchent très bien. On a fait 15 salons d'étudiants en 2 semaines. Pour être clair, plus d'étudiants, moins d'exposants. Plus d'étudiants en 2019, moins d'exposants. Donc, ça a l'air de reprendre. Cette volonté de... D'accord ? Ça ne gobe pas les effets de fond qui découlent de l'étude. Hein, je précise juste. Je parle juste de cette reprise. Et j'ai juste une interrogation sur ce que je vais appeler des salons dits généralistes, où je ne sais pas encore ce qui va se passer. Il n'y en a pas suffisamment. Parce que est-ce que finalement cette crise pendant ces 18 mois n'a pas shifté? C'était déjà un modèle challengé avant. Donc tout modèle challengé avant n'est qu'accéléré. Hein. Bon, c'est mécanique. Donc, mais pour autant, je ne veux pas dire qu'on a tous un peu enfin, on voit les choses arriver avec un certain plaisir. Il faudra maintenir le digital, d'accord ? Je pense que le digital va baisser pendant les 12 prochains mois, je peux vous le garantir. Mais ce qui est normal, il avait pris tellement de poids que globalement, les gens n'ont ras le bol de faire du Zoom et du Teams. Hein, d'accord ? Ouais, donc, pendant 12 mois, ça va s'arrêter, mais il faudra que ça revienne. Et ça, c'est le challenge des organisateurs, c'est le remettre pour le faire un peu digital, juste après cette période de reprise. Yann Tullio, un dernier mot de conclusion ? Je pense que la clé ici, il y a 2 mots. Hein. Je pense que il y a un aspect aujourd'hui de report. Il y a des reports de conférences. Hein. Donc il y a un report. Nous on voit un effet de report qui est pas majeur. C'est pas la majorité de nos événements, pour être clair. Mais il y a un effet de report. Certainement, il y a un effet de revenge meeting. Les gens veulent se voir, ils en ont marre du digital. Donc certainement, il y a aussi, donc par défaut, un risque de complaisance. Donc on voit cette bulle se créer. Et on dit, bon, c'est bon, on peut se détendre un tout petit peu, ça va aller, tu vois. Mais je suis assez convaincu qu'il y a une bulle. Et au-delà, il faut voir au-delà de cette bulle pour se dire quels sont les investissements, et en digital, et en hybridation, qui vont réellement être le futur. Donc moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on a des acteurs qui sont motivés. On a des destinations qui sont absolument... fantastique. Pour être clair, moi j'ai acheté une maison, je compte rester en France parce que j'adore la France. Mais en effet, et j'ai passé des années en Angleterre, je pense qu'il faut mettre toute cette richesse de l'avant.
Il faut que les acteurs se tiennent main dans la main et qu'on avance ensemble. On ne peut que gagner. Ce pays, c'est un pays d'assets gagnants. Donc moi, je le sens. Je suis à fond avec Renaud sur ce besoin d'optimisme. Et je sais que les gens dans la salle témoignent que c'est possible. Maintenant, il ne faut pas être complaisant. Il faut être agressif sur le futur. Avant de laisser le mot de la fin, Olivier Sichel, peut-être un tout dernier mot, Julien Bernard. Alors moi, un mot, je ne vais pas rajouter des éléments de fond, juste c'est plutôt pragmatique c'est de vous dire qu'on va à la sortie vous distribuer une petite synthèse en 4 pages de l'étude. Donc pour ceux qui, évidemment, j'ai vu qu'il y avait quelques prises de photos, n'hésitez pas, évidemment, tout ce contenu est à travers FCE disponible pour vous. Et surtout, s'il y a des questions, on sera là pour y répondre de manière extrêmement, évidemment, amicale. N'hésitez pas, on est là aussi pour prolonger tout ce qui a été fait dans cette étude. Et merci encore de la qualité de cet échange. Vous voyez qu'on partage au-delà des chiffres et beaucoup d'éléments avec le panel et on sera ravis, si on le peut en tout cas, de répondre à toutes vos questions. Vous avez nos coordonnées au dos de l'étude qui va vous être distribuée en sortant. Voilà. Et l'échange se prolongera évidemment au premier étage pendant le showroom Innoventech à Halle 1. Le mot de la fin, il vous revient, Olivier Sichel. Oui, merci. Alors pour vraiment encourager Renaud, lui dire qu'il n'a pas frappé les silex. Nous, on organise dans 6 semaines une convention de la Banque des Territoires. C'est 2000 personnes. On avait fait une première convention au lancement de la Banque des Territoires il y a 2 ans. On l'a lancé il y a 3 ans avec les 2000 collaborateurs. Là, on en refait une. Et je pose la question aux collaborateurs que je vois régulièrement. Qu'est-ce que vous aviez retenu de la première convention que vous aviez aimé et qu'est-ce que vous attendiez de la deuxième convention? Parce que préparer, est-ce que c'est le bilan du plan de relance? Est-ce que c'est le plan stratégique? Qu'est-ce que vous voulez que je porte comme message? Quelles sont vos inquiétudes, aspirations? Et alors, la réponse à la première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans la première convention? Se retrouver. Qu'est-ce que vous attendez de la deuxième convention? Se retrouver. Ça rend très modeste sur la pertinence des messages, mais ça m'a beaucoup décontracté sur mon propos, parce que ce qu'ils attendent, c'est se retrouver. Donc, c'est vraiment l'humain qui est au cœur, et ça, Renaud l'a très bien dit. Donc, il y a quand même de l'espoir. Merci, messieurs. Vos applaudissements pour nos intervenants. Encore 10 secondes d'attention puisqu'on va se retrouver justement au showroom Innoventech Halle numéro 1 pour échanger avec les entreprises qui sont présentes et dont les noms vont s'afficher sur l'écran. N'oubliez pas à 11h30 nos 2 focus pendant 45 minutes sur 3 thématiques au choix et puis 2 ateliers Trajectoire MICE 2025 avant notre cocktail déjeunatoire prévu à 13h15 dans la Halle 1 dans notre espace showroom Innoventech. Et juste après le déjeuner, sachez qu'il y aura un retour de nos 3 focus de 14h15 à 15h pour tester justement de nouvelles thématiques. Voilà, je vous donne rendez-vous ici même dans cette nef à 15h pour une nouvelle plénière Trajectoire MICE 2025 sur le thème « Quel modèle gagnant pour nos équipements d'accueil et quelle cohérence avec les priorités de la collectivité ?» N'oubliez pas effectivement de repartir, la sortie se fera à gauche avec votre fascicule de synthèse de l'étude MICE, Julien Bernard en a parlé, préparé par Nova Consulting, sortie donc à gauche de la salle et puis ensuite laissez-vous guider par nos hôtes et hôtesses pour rejoindre et regagner la Halle 1 où se tient notre showroom Innoventech. Vous verrez, c'est un très très bel espace. On est ravis de votre présence. Bonne suite de travaux à toutes et à tous et à très bientôt.